Euh, Bonsoir, il y a un paquet de lumière dans les yeux, mais rassurez-vous, on vous devine. Je me nomme, je suis Olivier de Margerie et je serai ici ce soir avec Jacques Ricot et Régis Aubry, un peu en animateur de leur échange de réflexion, parce que c'est ce sur quoi, ou plutôt la façon dont on va essayer d'avancer dans ce temps ensemble, avec des réflexions qui vont croiser, additionner, peut-être se contester ou pas, je ne sais pas. Et il y aura aussi un moment pour réfléchir avec vous, même si vous êtes extrêmement nombreux et que dans le dernier temps, on prendra des questions, des réflexions à voix haute pour élargir la réflexion, parce que comme Dominique Sema l'a dit, c'est bien un processus de réflexion qu'on veut faire durant ces journées-ci, et dès ce soir, ça va commencer. Alors, je crois que vous avez repéré, Régis Aubry, il est bien là, d'ailleurs il y a son nom écrit, et je crois qu'en plus de la présentation qui a été faite, je peux ajouter qu'il est aussi chef du pôle handicap et autonomie à l'hôpital universitaire de Besançon, c'est bien ça? Voilà. Quant à Jacques Ricot, je crois, ça a déjà été dit, philosophe. Philosophe et aussi accompagnant, ce qui par rapport à notre sujet peut ajouter. Alors ça va être deux regards différents, complémentaires. Le sujet sur lequel je crois qu'on va essayer de se centrer n'est plus limité que ce qui a été dit par Dominique Sema. Le titre, vous l'avez vu, il est peut-être là derrière. Effectivement, c'est avec cette double question, mourir en France. Avons-nous su appliquer les lois en cours? C'est celle d'hier. Saurons-nous appliquer et aurons-nous les moyens d'appliquer celle à venir? C'est peut-être la loi aide à mourir qui a été nommée. Mais ça pourrait être d'autres. Et la question, un peu en marche arrière, un peu vers l'avant, va être de se poser la question de savoir si nous avons réussi, dans les temps passés, à rendre ces lois, je pense aux lois droits des malades, je pense que c'est la loi de 2016, Claes-Leonetti, celle d'avant, on va dire 2005, Leonetti, mais on pourrait remonter encore un peu plus loin, plus en amont, vers une loi 2002, 1999, tout cet ensemble de lois sur les droits et nouveaux droits des malades. Est-ce qu'on a réussi à les rendre applicables? Quel qu'en soit le contenu, est-ce qu'on a su faire les investissements techniques, par exemple en matière de soins, en matière d'équipement, en matière de formation des soignants? Mais est-ce qu'on a aussi su faire les investissements culturels ou démocratiques de façon à ce que ceux auxquels elles s'adressent, et je pense en particulier aux citoyens qui à un moment donné vont bien, mais seront peut-être concernés par le fait que malades, ces lois sont faites pour eux, est-ce qu'on a réussi à expliquer ce que c'était, à ce que les uns et les autres, nous approprions le contenu de ces lois, parce que nous en sommes un peu partie prenante. Et cette question qu'on va regarder dans le passé, et je demanderai l'avis respectif de l'un et de l'autre, c'est la même question qu'on reprendra en disant à propos d'une loi aide à mourir dont on a un certain nombre d'éléments qui se profilent, on sait à peu près ce qui se présente et ce qui est proposé au Parlement, compte tenu de la nature de ce qui est dedans, est-ce que nous saurons en termes d'intelligence collective, en termes d'investissement collectif, nous saurons trouver les façons qu'elles soient appropriables, quelles qu'elles soient exactement, quelles qu'elles soient transformées ou pas par le passage par le Parlement. Voilà, c'est cette question, elle est donc assez centrée sur l'aspect plutôt sociétal que, on va dire, technique, voilà, que je souhaiterais qu'on aborde. On va l'aborder en deux grands temps, après lequel il y aura un troisième temps pour être ensemble. Le premier temps plutôt dans le rétroviseur, le second temps plutôt effectivement devant, puisque les choses ne sont pas tout à fait jouées. Voilà. Je pense qu'après, dans le moment où on sera tous ensemble et où vous aurez peut-être envie de faire une intervention, de réagir, d'apporter un avis, il y aura peut-être un micro qui devra circuler. Je ne sais pas si c'est prévu. Si ce n'était pas le cas, on peut convenir d'une règle du jeu qui est que vous vous leviez et que vous parliez à voix très forte pour que les uns et les autres, on entende qui apporte sa part de réflexion. Voilà, et puis nous n'avons pas d'autre limite que d'avoir terminé avant demain matin, puisque le congrès continue demain matin. Je commence, et si Régis Aubry veut bien ouvrir le bal, au fond, question dans le rétroviseur, tant au niveau technique, au niveau de l'organisation des soins, qu'au niveau de l'aspect culturel, au niveau de la compréhension démocratique des choses, quel regard vous portez sur ce qu'on a réussi à faire ou pas tout à fait réussi à faire sur ce plan? Alors, je ne sais pas répondre à cette question, pas plus qu'à celle que vous poserez après, mais on va quand même en discuter. Je dirais que je ne sais pas en répondre parce que je trouve que nous avons une spécificité française autour des lois.
c'est que nous sommes probablement un des pays qui fabrique le plus de lois à la minute, et en particulier sur ces sujets, mais que nous ne sommes pas le pays qui est le plus spécialisé dans l'évaluation de l'effet et de l'impact des lois qu'il produit. Si bien qu'on voit aujourd'hui qu'on est en incapacité de répondre de façon très très claire à l'impact, dont l'impact dont on parle ce soir. Qui connaît quoi, qui est au courant de quoi, où en sommes-nous, puisqu'il n'y a pas eu de dispositif d'évaluation bien mis en place. Quoi qu'il en soit, et on le dit et on le répète, on voit bien que si on prend par exemple la loi de 1999, qui est quand même pour moi une loi importante, permettant l'accès pour tous aux soins palliatifs, on peut dire que l'objectif n'est pas atteint. Nous n'avons pas aujourd'hui matériellement la possibilité d'accueillir, en tout cas d'accompagner toutes les personnes qui relèvent d'un besoin d'accompagnement et de soins palliatifs. Est-ce que c'est une question de moyens structurels? Est-ce que c'est une question de levier autour de l'éducation, autour de la formation? C'est probablement un petit peu de tout cela dont il s'agit. Il y a une difficulté pour répondre en plus à votre question, me semble-t-il, c'est que nous avons et nous aurons tous et toujours une difficulté à parler de ce que nous craignons, entre guillemets, ou parler de la mort est quelque chose qui est quand même assez difficile. Je crois que c'est toi, Jacques, qui disais, je me rappelle d'un échange que nous avions eu il y a fort longtemps, tu disais le verbe mourir est l'un des seuls verbes qu'on ne peut pas conjuguer au passé composé. Personne ne peut dire « je suis mort ». Et pourquoi ça n'est pas une expérience? Ça reste quelque chose d'extrêmement difficile de s'intéresser à ce que l'on craint parce qu'on ne peut pas le connaître, me semble-t-il. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en parler, bien au contraire, parler de la finitude humaine, parler de la fin assurée de l'existence de soi, est quelque chose qui contribuerait, si on l'introduisait dans l'éducation, très probablement à interroger le sens même, non pas de ce que mourir, mais de ce que vivre veut dire. On voit bien des enjeux majeurs au niveau, par exemple, de l'éducation, qui aujourd'hui sont assez escamotés, me semble-t-il. Je suis assez loin des structures de soins palliatifs, mais ça m'apparaît être un sujet important. Mais tout à fait près de la partie sociétale, qui est celle qui nous peut avoir fait du chemin chez nous, chez chacun d'entre nous, et c'est très difficile à penser. Et est-ce que de ce point de vue-là, pour continuer sur ce fil, on va dire l'effort national à travers des campagnes de communication, à travers l'introduction de dispositions, comme les directives anticipées et autres, est suffisant pour que ça passe, l'idée que c'est un rendez-vous qu'on peut avoir avec soi-même, ou est-ce qu'on n'en a pas fait assez par rapport à cette dimension sociétale, individuelle, qui est difficile, qui est impensable, qui fait peur, voilà, et qui n'est pas du tout du côté des structures de soins, elle est du côté du peuple que nous sommes. Je continue. Alors, on n'en a pas fait assez de toute évidence, même s'il y a eu des actions. Ça serait injuste de dire qu'il n'y a pas eu d'action de communication autour de ces dispositions de la loi, par exemple. Le Centre national des soins palliatifs avait construit et organisé des campagnes de communication autour des directives anticipées, autour de la question de la sédation, etc. Mais ça ne touche probablement pas le public que l'on souhaiterait toucher. Pour parler plus simplement, effectivement, la question de la mort et de la fin de vie, elle est assez peu présente dans un outil qui pourtant est l'accès, qui pourrait être l'accès à la connaissance, que sont les médias. Il y a peu de reality shows dans les EHPAD, par exemple. C'est une évidence. Il y aurait beaucoup de choses à dire et à montrer. Il y aurait beaucoup de choses à apprendre sur ce que vieillir veut dire. Il y aurait beaucoup de choses à réfléchir sur ce que souffrir, d'exister ou de ne pas pouvoir exister veut dire. Eh bien, on en parle assez peu. Je trouve que les médias ont un rôle qui m'apparaît peut-être important à penser aussi autour de cette question. Et j'avoue que je trouve qu'ils ne le jouent pas pour des questions qui sont celle que j'évoquais tout à l'heure, qui, de mon point de vue, une difficulté à appréhender ou à regarder la question de la finitude humaine en face.
Merci pour ce premier rapport. Est-ce que Jacques Ricot veut continuer, éclairer autrement Oui, volontiers. Merci d'abord de cette invitation. Et puis, je me permets quand même de dire quelques mots de rectification. Je ne suis pas membre du Comité consultatif national d'éthique. J'étais assis entre deux éminents membres, un ancien et un nouveau, Pierre Lecos, que vous entendrez demain. Et puis j'ajoute que je ne suis pas au sens académique du terme professeur d'université. Voilà, je tiens toujours à rectifier la surévaluation qu'on fait de ma modeste personne. Alors j'ajoute encore que j'ai plaisir à me retrouver avec Régis Aubry parce que je me souviens, entre autres, mais ce n'était pas le début de notre relation, en 2004, il y a donc 20 ans, sous sa direction, avait lieu un congrès. Je faisais partie du comité scientifique face à une demande d'euthanasie. On était déjà dans des anticipations de ce qui se passe aujourd'hui. Et je me souviens aussi, dans les années qui ont précédé 2004, du travail accompli avec Colette Perrard, ancienne présidente de Jalma, ici présente. Je me souviens que nous avions produit un travail qui, à mon avis, je l'ai relu récemment, reste d'actualité. Voilà, je voulais commencer mon propos par ces salutations ainsi que celles que j'ai envie de faire à beaucoup d'entre vous que j'ai retrouvées avec beaucoup de plaisir. Alors j'en viens évidemment au cœur du sujet. Je vais prendre les choses un petit peu à l'envers par rapport à la chronologie de ce qu'a dit Régis Aubry tout de suite. Philosophe de formation et de métier, je ne suis pas du tout convaincu que les médias audiovisuels, j'entends bien, soient appropriés pour traiter ces questions de fond. Et encore moins les réseaux sociaux. Donc, ce n'est pas de ce côté-là qu'il faut faire porter l'effort, c'est plutôt dans le champ éducatif, c'est en effet dans les écrits, mais nous savons bien que la jeune génération ne lit plus beaucoup la presse écrite. Enfin, donc, je suis de ce point de vue-là un petit peu inquiet et pessimiste sur l'élévation du niveau culturel de la nation sur ces questions qui sont pourtant évidemment déterminantes, décisives. Alors, on regarde l'histoire dans le rétroviseur, c'est vrai, donc c'est un lieu commun assez effrayant que de se dire que 25 années après la promulgation de la loi de 99 qui ouvre un droit à chacun aux soins palliatifs, de s'apercevoir, selon les chiffres fournis récemment par la Cour des comptes et que beaucoup d'entre nous répètent à l'envi, 500 personnes chaque jour pourraient bénéficier de soins palliatifs. Alors, toutes ne sont pas dans des situations complètement désespérées, il ne faut pas dire ça non plus. Mais enfin, 500 personnes pourraient bénéficier des soins palliatifs et n'en bénéficient pas, faute de moyens sans doute, mais faute surtout de culture palliative. La culture palliative, moi qui fréquente par mon travail auprès des diplômes universitaires de soins palliatifs depuis maintenant 32 ans, cette culture palliative, je témoigne qu'elle n'est pas du tout rentrée dans les mœurs médicales et paramédicales. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très, très affolant. C'est du côté de la formation, en amont le plus souvent d'ailleurs de l'intervention des soins palliatifs, que se posent les véritables questions. Et puisque nous regardons dans le rétroviseur, il y a une deuxième loi que chacun d'entre nous connaît, surtout à Jalma, où on a quand même une formation solide quand on arrive dans ce mouvement. Il y a une deuxième loi qui est quand même très importante, c'est celle de 2002, du 4 mars 2002, sur le droit des patients. Alors, c'est elle qui a institué la personne de confiance, à mes yeux une figure plus intéressante, plus efficace à bien des égards, et moins douteuse d'ailleurs que celle des directives anticipées, parce que, enfin, qui est-on quand on rédige des directives anticipées et qui est-on quand on arrive réellement dans une situation un peu compliquée qu'on a fait plus ou moins envisager et en général pas bien envisagé. Bref, la personne de confiance me paraît être un dispositif tout à fait primordial dans les lois qui nous ont précédés, qui précèdent celles qu'on est en train peut-être d'installer aujourd'hui. Et donc, la deuxième chose que j'ai retenue de cette loi du 4 mars 2002, j'y insiste beaucoup dans mes propres écrits, c'est ce qui est devenu dans le Code de la santé publique l'article 1111-4. Toute personne prend avec le professionnel de santé et compte tenu de ses informations et préconisations les décisions qui le concernent. Et je ne vous fais pas le détail parce que nous n'avons pas le temps, mais
on n'est pas arrivé à cette formulation du premier coup. Ça a même été un grand moment de la vie parlementaire que de parvenir à un accord général, Sénat et Assemblée nationale, sur cette question. Je répète, toute personne prend avec le professionnel de santé et compte tenu de ses informations et préconisations les décisions qui concernent sa santé. Le mot le plus important, c'est « avec ». C'est-à-dire qu'on n'est pas passé du paternalisme médical où, de façon plus ou moins souveraine, un médecin décidait de ce qui était bon pour le patient, à un consumérisme médical où c'était maintenant le patient qui reprenait le manche et qui donnait ses instructions aux soignants. On a inventé un modèle relationnel. C'est le mot « avec » qui est le plus important. On est ensemble pour lutter contre le mal commun. Avec. Je me suis permis, dans une revue spécialisée, d'écrire 50 pages sur le commentaire de ce seul article de loi. C'est dire qu'à mes yeux, il revêt une importance colossale. Voilà, si vous voulez, non pas en complément, parce que c'est un petit peu peut-être en déviation par rapport à votre question, mais ce que j'avais envie quand même d'introduire dans le débat présent, puisque nous sommes encore dans le stade de regarder derrière nous. Et si je peux me permettre une dernière observation, à mes yeux, et ce n'est pas parce que j'y ai participé que je dis ça, mais la loi la plus importante, la plus riche, la plus solide, celle qu'à mes yeux, on devrait parfaire et ne pas bousculer, c'est la loi du 22 avril 2005. Cette loi qui a commencé à être travaillée dès 2003, j'ai participé aux auditions dès ce moment-là. Cette loi me paraît un modèle français assez exceptionnel, qu'on ne trouve guère ailleurs dans d'autres pays sous cette forme-là. Pas interdiction de l'obstination déraisonnable, pas simplement refus, mais interdiction, soulagement de la douleur, quoi qu'il en coûte, et puis soulagement de la souffrance, j'entends bien aussi mêler ces deux mots ici, et puis petite précision par rapport à 2002, où il était dit qu'un malade pouvait toujours refuser un traitement, nous avons dit dans l'article 3, tout traitement, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Oui, en effet, c'est un droit de l'individu absolu de ne pas faire intrusion dans son corps s'il n'en est pas d'accord. Et ça me paraît être une avancée considérable que j'ai encouragée à ma modeste place à l'époque et que j'applaudis encore aujourd'hui des deux mains. Et précisément là-dessus, sur cette avancée et sur ce mot « avec » sur lequel vous insistez tant, pour que ça se fasse, et je passe du côté applicable et non pas du côté conception de la loi, mais pour que ce soit applicable, pour que le citoyen lambda, c'est-à-dire vous, moi, vous, etc., soyons capables d'être avec le soignant dans un dialogue qui est utile à ce niveau-là, ou pour être capable d'avoir cette opinion sur mon droit et cette possibilité de consentir ou pas. Il me faut un niveau d'éducation que... Diriez-vous que dans la France des années en question, ou même dans la France d'aujourd'hui, nous l'avons, on y a suffisamment investi de moyens, de culture, d'éducation, c'est un mot qui renvoie, je pense, plus à l'éducation, où quelque part on a dit, ben, ça se fera et on va organiser les autres aspects, les autres avancées de la loi, en espérant bien que la population française allait se hisser à ce niveau. C'est vraiment là la question sur laquelle je voudrais avoir votre opinion pour dire, est-ce qu'on a su appuyer sur le bon bouton sur cette dimension-là des choses, de façon à ce que le citoyen, le jour où il est malade, puisse être dans un dialogue avec, et un dialogue en même temps instruit, un dialogue où il est à niveau. Voilà, il me vient, pour parler de ça, l'image d'un outil que le Centre national de la fin de vie et des soins palliatifs était peut-être en train d'imaginer, qui est un jeu de cartes qui explique de façon imagée et simple ce que sont une série de traitements qui, au point de vue médical, sont très précis, très savants. Parce que quand on les nomme, pour un citoyen, il ne comprend pas ce que ça veut dire. Donc quelque chose qui vulgarise finalement ce par quoi il va être concerné. C'est un exemple comme d'autres. Au fond, est-ce qu'on a su appuyer sur cette dimension-là de nos lois pour les rendre applicables pour ce qui est de notre part à tous société? Voilà. Je suis d'accord pour dire que les médias ne sont pas le canal le média audiovisuel, voilà. C'est même contradictoire avec la réflexion. Oui. Mais ce sont néanmoins un canal qui est utilisé, regardé massivement, me semble-t-il, même si on peut le déplorer. Nous autres, pauvres enseignants, sommes bien démunis face à TF1. Oui.
Je reviens néanmoins à la question que vous posez, pardon, parce que, et je reviens sur cette notion qui serait, de mon point de vue, fondamentale, qui serait d'introduire, avant de permettre la compréhension de certains termes ou de certains concepts, introduire dans l'éducation la question du rapport de l'homme à la mort. Je me souviens, entre 2008 et 2012, une époque où je coordonnais un des plans de développement des soins palliatifs, on avait une mesure qui avait été prévue auprès du ministère de l'Éducation nationale, et je me souviens du ministre de l'Éducation nationale de l'époque, dont je tairai le nom, compte tenu de ce que je vais dire ensuite, qui, lorsque nous l'avons rencontré, pour dire combien il nous apparaissait important de commencer dès ce niveau à parler du fait que l'homme est en vie et que la vie a un début et une fin. Et que c'est parce qu'elle a un début et qu'elle a une fin que l'homme est un animal qui a essayé de trouver du sens à ce que vivre veut dire. Ce ministre de l'époque nous avait dit « mais vous n'y pensez pas, vous allez faire peur aux enfants ». Donc nous avions essayé de balbutier quelques explications pour dire si, nous y pensons, et ce n'est pas aux enfants que nous allons faire peur, mais c'est à vous que nous faisons peur, parce que vous représentez manifestement une génération qui a essayé de ne pas regarder cette question en face. Et le deuxième aspect, pour moi, qui est un levier absolument indispensable et que nous n'avons pas suffisamment actionné, à mon avis, c'est celui de la formation. Mais ne parlons pas de formation aux soins palliatifs. Parlons d'un autre type de formation dans les études en santé, par exemple. Je parle de formation initiale, et pas que continue, mais apprendre à appréhender la question des limites, les limites de la vie, les limites du savoir, les limites de soi, et quelque chose qui n'est pas enseigné en soi, alors que c'est la confrontation, j'allais dire, quasi quotidienne des professionnels de santé, cette question des limites. Comment se fait-on que nous ne travaillons pas? Comment se fait-on que nous avons abandonné, en quelque sorte, au profit de la science et de la technique, les humanités, qui étaient enseignées dans le passé en médecine? Il m'apparaît, par exemple, au titre du Comité national d'éthique, qu'enseigner la construction de la réflexion éthique, enseigner le fait de débattre de façon interdisciplinaire pour appréhender des questions complexes, je pense que nous parlerons de la dimension complexe des questions, dimension qui augmente, serait, de mon point de vue, de nature à permettre la diffusion aux personnes malades, aux personnes qui sont, parce qu'elles sont malades, en quête de cette dimension de l'accès au savoir. Ces soignants auraient un rôle majeur à jouer, me semble-t-il. Mais il me semble que nous avons encore beaucoup de chemin à faire autour de tout cela. D'accord, pas d'accord, quelque chose à rajouter avec un œil de philosophe? Non, complètement d'accord, bien évidemment. Maintenant, comme le dit Régis, la mort fait peur. Alors, elle fait tellement peur qu'on prétend la regarder en face, mais pas du tout. On veut l'anticiper tellement on en a peur. Ça, c'est... Puisqu'on parle à un philosophe et qu'on veut le faire parler en philosophe, je citerai Lucrèce, 1er siècle avant Jésus-Christ. Les gens se suicident parce qu'ils ont peur de mourir. Il avait déjà vu ça, lui. Il avait déjà compris. Bon, je n'en dirai pas plus. De ce point de vue-là, je vais m'appuyer sur un mot qui me trouble depuis longtemps, et j'ai eu d'ailleurs l'occasion de m'en ouvrir de façon assez directe lors d'une audition auprès du Comité consultatif national d'éthique. Le mot directive anticipée qui apparaît, je crois, c'est peut-être avec la loi de 2005 déjà, et puis oui, absolument, qui va être renforcé avec la loi de 2016. C'est un mot, comment dire, de quel univers il est? Parce que ce sont une expression à deux mots assez inattendue. Directive anticipée, c'est un mot de juriste, c'est un mot de médecin, c'est un mot de notaire, je ne sais pas. Je m'interroge. Ce que moi, il me donne comme impression, c'est de ne pas être un mot de la vie quotidienne. Et il me semble que par certains côtés, le contenu des directives anticipées, on aurait peut-être pu appeler ça un testament médical. Ça ne serait peut-être pas une bonne appellation, mais ça serait plus parlant. Et je m'interroge sur... On sait bien que les directives anticipées, nous ne sommes pas très nombreux à les avoir fait, même dans cette salle, vraisemblablement. Je ne sais pas quel est le taux sur la population française, il a été dit dans les derniers débats. Est-ce 18% pour les plus de 50 ans. Et on grignote. Jalmal peut être témoin à travers les formations sur ce sujet que les personnes, on les sensibilise, mais c'est une par une, ça ne va pas très vite, c'est du travail de fourmi sur le terrain.
Est-ce que c'est un mot qui aide ce qu'il est censé aider? Est-ce qu'il aurait fallu appeler ça autrement? Je dis ça parce que c'est une question culturelle, c'est-à-dire la culture, c'est nos façons communes de penser et d'agir. Ce mot qui a été introduit par ces deux lois, est-ce qu'il fonctionne culturellement pour vous? Est-ce que vous avez une opinion là-dessus? Vous voyez, parce que quelque part, c'est aussi le langage avec lequel on parle des choses. Vous parliez des enfants. Vous parliez des jeunes. Jamal fait des séances de réponse aux questions des enfants sur la mort quand on les réunit, et ils ont des questions, ils ont beaucoup, mais elles ne passent pas par des mots comme directive anticipée. Ce n'est pas le même univers. Et donc, quelque part, je vous pose cette question à travers cet exemple de mots, de savoir est-ce qu'on aurait raté quelque chose au niveau culturel pour apprendre à mieux parler ensemble de la mort, comme on le fait peut-être au coin du feu, chez soi, avec des parents et des enfants, dans des petites cellules et non pas dans des séances publiques. Une idée là-dessus ou pas? Oui, même plusieurs idées. La première, c'est qu'il est légitime, pas pour des raisons de pudeur, mais d'avoir de la difficulté à en parler avec ses proches, avec les intimes. Et je trouve même que c'est sain, d'une certaine manière. C'est sain de ne pas encombrer la conversation familiale de cette question « comment ça va se passer quand je vais mourir ?» Est-ce que c'est si sain que ça? Je pose cette question quand même. Maintenant, il y a des lieux qui sont certainement mieux appropriés pour le faire et que nous n'avons pas su inventer, à commencer certainement aussi dans l'enseignement. Je vois qu'on fait beaucoup de choses autour de la sexualité, etc. et on est bien incapable de faire la même chose autour de cette question de la mort, et c'est peut-être là que nous aurions les meilleurs endroits pour en parler. Et puis, je l'ai glissé tout à l'heure, la notion de directive anticipée, dont il faut quand même rappeler, alors, indépendamment des mots que nous avons de la peine en effet à trouver, testament de vie pour les uns, etc. Directive anticipée, c'est toujours la décision d'un bien portant qui s'imagine mal portant. Et le mal portant en question, l'expérience, en tout cas la mienne, est constante, il est jamais, enfin très très rarement, le bien portant. Et donc, c'est assez redoutable, parce que dans quelle temporalité vivons-nous quand nous vivons les directives? Une anecdote. J'ai fait partie pendant une vingtaine d'années du comité d'éthique du CHU de ma ville de Nantes, et nous avions beaucoup travaillé cette question de la directive anticipée lorsqu'elle a été instituée par la loi du 22 avril 2005. Et j'ai eu la curiosité de poser la question suivante aux 15 membres du comité: qui parmi nous a rédigé ces directives anticipées? Une seule personne a levé le doigt, c'était la plus jeune, la juriste, 30 ans. Ça n'avait pas de sens, ça n'avait pas de sens. Mais les autres qui avaient beaucoup réfléchi à la question se disaient « ça n'est pas vraiment utile ». Mais elle, pour se désangoisser sans doute, avait eu besoin de mettre noir sur blanc d'ailleurs quelque chose de parfaitement inutile. Quand j'ai demandé à lire sa directive anticipée, elle a bien voulu me la montrer. Il était écrit ce qu'il y avait déjà dans la loi. Autrement dit, ce n'était pas vraiment utile. Les directives anticipées, à mes yeux, sont très précieuses dans un cas. C'est lorsque une pathologie d'évolution prévisible, genre maladie neurodégénérative, se présente. Oui, il est utile, il est important d'y réfléchir à l'avance. Si j'arrive à tel stade, qu'est-ce que je souhaite? Trachéotomie, pas trachéotomie, etc. Enfin bon, il y a plusieurs paliers qui vont se présenter et sur lesquels il est préférable, en général, d'avoir réfléchi à l'avance, même si elles ne sont pas impératives au dernier moment. Chacun sait que les directives anticipées peuvent être supprimées, enfin éliminer dès lors qu'on le décide. Mais ce que je trouve assez redoutable dans ce dispositif, c'est pourquoi je l'ai dit tout à l'heure, je préfère 1000 fois la personne de confiance, parce que là au moins il y a un dialogue possible, constant, évolutif aussi. Ce que je redoute, c'est les directives anticipées pour quand je serai dans le coma. Alors il y en a un qui avait écrit je ne veux pas qu'on me mette de tuyaux. Il y a quelquefois mettre des tuyaux, ça dure 2 minutes, et puis hop, ça repart pour plusieurs décennies de bonne vie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire anticiper ce genre de situation? J'ai 78 ans et demi pour être très précis. Je n'ai pas envie de rédiger mes directives anticipées comme l'immense majorité des personnes que je rencontre dans les EHPAD. Voilà. Et pourtant, on leur fait des propositions. J'ai même rencontré un directeur qui disait « Oui, mais c'est l'ARS qui fait pression parce que si j'ai beaucoup de directives anticipées, ça voudra dire que je suis efficace dans la manière dont je fais appliquer la loi. » Vous voyez,
je suis un petit peu dans l'excès sans doute de la manière dont je m'exprime, mais Régis va me corriger, lui qui a toujours pondéré. Mais en attendant, je me pose quand même ces questions-là, sous cette forme-là. Les dérivés anticipés sont, à mon avis, un outil moins intéressant que la personne de confiance. Je ne me permettrai pas de te corriger, mais je trouve en l'occurrence que on confond beaucoup, et nos responsables administratifs, comme ceux que tu évoquais, et d'autres encore, confondent la fin et les moyens. Et du coup, on voudrait que ça soit simple. On aimerait tellement que ça soit simple de pouvoir anticiper ce qui peut et va possiblement advenir, et l'anticiper tellement qu'on peut coucher sur le papier quelque chose que on pourrait décider au cas où précisément on ne serait plus en état d'exprimer son avis. En fait, ça n'est, de mon point de vue, en tout cas, ce n'est pas ça qui est important. C'est le processus qui précède l'éventuelle écriture de la directive anticipée, mais c'est bien la notion de processus ou de cheminement d'une personne qui, lorsqu'elle est malade, et je suis totalement d'accord avec toi sur le fait qu'on peut être très clair sur ce que l'on ne veut pas et sur ce que l'on veut lorsque l'on n'est pas malade. Ça se voit quand on fait des sondages d'opinion autour de où on interroge des personnes qui ne sont pas concernées autour de tout cela. Mais enfin, dans l'expérience qui est la mienne, lorsqu'on est confronté à la maladie, on a besoin d'autrui pour exercer en quelque sorte son autonomie. Ça peut paraître paradoxal ce que je dis, mais ça m'apparaît important. Autrui dans une relation de confiance. Qui va aider, c'est le rôle du professionnel de santé, ça peut être une infirmière, ça peut être un médecin, qui va aider la personne à cheminer progressivement, jusqu'à éventuellement pouvoir anticiper et éventuellement même pouvoir coucher sur le papier quelque chose. Mais voyez bien que, Jacques, tu as raison, aujourd'hui, un directeur d'établissement va s'honorer d'avoir un taux de directive anticipée. Moi, ce que je déplore, c'est qu'on ne valorise pas le temps d'échange avec les malades. On a oublié la base du soin, l'écoute de la souffrance d'autrui, le cheminement avec autrui, l'aide à la personne pour qu'elle puisse poser ses questions, puisse évoluer. On plaide dans des missions que j'ai par ailleurs au sein du ministère de la Santé, dans la réforme du système de santé, on plaide pour que, au lieu de valoriser les actes techniques, on valorise aussi ces actes-là, qui sont des actes essentiels, qui sont des actes qui ne sont pas forcément visibles, mais qui engage une énergie considérable du professionnel de santé et de la personne avec laquelle s'instaure un dialogue. Valoriser ce temps de l'écoute, ce temps du dialogue, ce temps de la discussion, ce temps de l'aide au cheminement, serait certainement de nature, si je raisonne cette fois en économiste de la santé, à engendrer de très grandes économies. Mais pas économies uniquement au sens budgétaire, mais des économies de souffrance. Parler de ce qu'il peut advenir, mais en parler avec quelqu'un qui peut avoir une forme d'extériorité par rapport à soi, est probablement une forme d'économie de souffrance considérable. Pourra-t-on un jour comprendre que c'est cela qu'il faut valoriser quand on veut valoriser un système de santé? Ça serait de nature, à mon avis, à répondre en partie à une dimension de la crise que traverse ce système de santé, qui est une crise du sens de ce que soigner veut dire. Les soignants éprouvent une difficulté à ne plus pouvoir soigner au sens où je viens de le dire. Le temps d'écoute, le temps de dialogue, le temps du silence avec les personnes malades et leurs proches est un temps qui, n'étant pas valorisé, est comme dévalorisé. Et étant dévalorisé, il dévalorise la fonction même du soignant. C'est quelque chose qui, à mon avis, est fondamental. On s'éloigne un peu de la notion de directive anticipée, mais je pense que ce n'est pas la directive anticipée qui compte, c'est tout ce qui est en amont de l'éventuelle directive anticipée. Je me souviens de l'affaire Vincent Lambert. Pas besoin de rappeler cette affaire. Et je me souviens que, vous le savez aussi, le juge avait été sensible non pas aux directives anticipées, qui n'existaient pas, mais à un discours qu'avait tenu Vincent Lambert, je crois pendant ses études, etc., quand il évoquait la question de l'état dans lequel il s'est trouvé être, entre guillemets. C'est parce qu'il parlait à autrui, c'est parce qu'il envisageait cette opportunité-là que ce qu'il a dit à un moment, alors tout cela est discutable après, mais a eu de l'importance, me semble-t-il. On voit bien quand même que ce qui se dit
ce qui s'échange est quelque chose, à mon avis, qu'il faudra demain renforcer, valoriser, etc. Plus on fabrique, on y viendra probablement, des situations de grande complexité, plus il faut du temps, d'explication, d'accompagnement, d'écoute, du cheminement et de respect de la personne. Et ce respect qui n'est pas valorisé, c'est une forme d'irrespect. Et le temps que les personnes prennent et que leurs familles et leurs proches prennent quand ils sont confrontés à ça, est peut-être le temps d'une acculturation un peu au dernier moment à cette réalité-là qu'on n'a pas trop regardé avant. Et là, pour le coup, me semble-t-il, je ne suis pas au courant de tout ce qui a pu être fait, mais je dirais la meilleure des campagnes de communication qui a pu être faite par le Centre national ou par d'autres. Jalma a fait des bouts de campagne de communication à son échelle pour promouvoir telle ou telle chose. Restent des choses relativement descendantes qui sont de l'information descendant, et ça ne garantit pas qu'il se produise ce temps d'élaboration, de partage, de réflexion qui fait monter un niveau de culture. Et de ce point de vue-là, moi je me dis ça ne doit pas suffire aujourd'hui. Alors, le temps n'est pas immense, et puis on voudrait avoir aussi du temps pour pouvoir avoir un échange avec la salle. On peut un peu tourner la page vers ce qui se passe aujourd'hui, et je voudrais l'introduire avec deux idées. D'une part, l'idée que nous sommes dans un moment où le nombre de personnes qui sont âgées, qui sont vieillissantes, qui peuvent se retrouver résidentes en EHPAD, va croissant, etc. Et on sait bien que parmi ces personnes, il y a un nombre considérable de personnes qui sont isolées, qui sont abandonnées, peut-être pas toujours, mais quand même relativement isolées, et j'allais dire qui, dans ce processus où il y a peut-être beaucoup de souffrance par rapport à un âge qui avance, sont peut-être très seuls. Et ça me semble, cette difficulté à bien vieillir que nous avons dans la société me paraît importante. La deuxième chose, c'est qu'on est effectivement là devant un projet de loi que je ne vais pas résumer dès maintenant, mais il me semble qu'il y a dedans quelque chose qui est très radicalement nouveau par rapport à ce qui pouvait exister dans les dispositions de la loi Claes-Leonetti ou celle d'avant, qui est l'idée de dire que, je vous le fais en gros, la société reconnaît une légitimité à ce que ceux qui sont pris dans un processus de maladie inexorable, etc., une légitimité à ce qu'ils mettent fin à leur existence avant que la maladie leur tue, et d'autre part, la société organise une forme de réponse qui permettra que cette fin de vie, cette fin d'existence se passe dans des conditions, on va dire, je ne sais pas comment les décrire, mais en tout cas, on va dire, qui ne rajoutent pas de violence à la situation. C'est une rupture qui est assez radicale par rapport à ce qui se passe. Je ne parle pas des dispositions concrètes, etc. Il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est quelque part cette économie du projet de loi qui me paraît changer quelque chose de très fort. Et du coup, je repose la même question pour que le français lambda soit capable de piger ce dont il s'agit. Moi, le premier, parce que tout ça, je me demande bien comment je vais me l'appliquer, ou vous, ou les gens que nous croisons dans la rue. Comment faire pour que, avec un projet de loi de cette nature, en faisant l'hypothèse qui sortira du Parlement pas très différente de ce qui est entré, donc avec ce type d'hypothèse, comment faire pour que M. Michu, M. Olivier, n'importe qui, pige de quoi il s'agit, en quoi il a quelque chose à faire, en quoi il peut contribuer à ce que les choses se passent bien, et sans reporter sur la société, les soignants, le médecin qui sera là, etc. Toute cette question. Véritablement, je m'interroge. De ce point de vue-là, la Convention citoyenne a créé quelque chose qui n'existait pas avant. Le fait qu'on ait organisé un énorme débat qui a pris 27 jours à ceux qui l'ont fait, avec un énorme apport d'information, et 27 jours, c'est le temps d'un processus, je pense que ceci change. C'est une invention qui déplace un peu les choses. Est-ce que c'est des choses de ce genre qu'il faudrait faire? Là, je regarde demain et je vous repose la même question. Saurons-nous, quelque part, être au rendez-vous du niveau de compréhension qui fasse que cette loi soit applicable dans son intelligence? Qu'on soit pour ou qu'on soit contre la loi, c'est pas le débat là. C'est plutôt de dire, est-ce qu'elle peut avoir un meilleur sort que les limites qu'on a observées sur les précédentes? Devant une question aussi embarrassante, je ne sais pas à qui je passe la parole le premier. De toute façon, il y aura un va-et-vient. Eh bien, merci. Je peux commencer, mais effectivement... en tout cas, ce qui se passe aujourd'hui, et qui fait peut-être que nos sociétés réinterrogent effectivement cette question des limites du droit, etc. Ce qui se passe aujourd'hui, et on en a déjà parlé avec nombre d'entre vous ici, c'est que corrélativement au progrès évident dans le domaine de la médecine, enfin je vous propose qu'on ne discute pas les progrès, sinon on serait un certain nombre à ne peut-être pas être là, tout simplement.
corrélativement aux progrès de la médecine, qui sont une évidence qu'il ne faut pas contester. Je le dis quand même parce qu'on vit une époque étrange où on peut remettre en question ces évidences. Corrélativement à ces progrès, on voit que les avancées scientifiques, techniques de la médecine en particulier, engendrent de nouvelles figures de la vie, voire de la fin de vie. Je vais venir à la réponse, ce serait bien prétentieux, mais à l'approche de la question que vous me dites. Mais on fabrique en quelque sorte la possibilité de vivre de plus en plus longtemps, non pas sans, alors sans c'est le progrès, mais avec une maladie, un handicap, voire plusieurs maladies synchrones, plusieurs maladies et une perte de l'indépendance, etc. On fabrique ce qu'on appelle des formes nouvelles de vulnérabilité. J'en viens à votre question parce que ça engendre deux réalités, me semble-t-il. La première, c'est que les politiques de santé doivent accompagner cette réalité qu'elles ont contribué à générer. Si les politiques de santé n'accompagnent pas ce qu'elles contribuent à générer, on est dans la situation dans laquelle on est, c'est-à-dire que les avancées dans le domaine, par exemple, des soins palliatifs, mais aussi dans le domaine de l'accompagnement du vieillissement, on y parle, vont beaucoup moins vite que les évolutions mêmes dans le champ des soins palliatifs et dans le champ du vieillissement. Et on a aujourd'hui besoin, clairement, en tout cas moi c'est une position que je défends et qu'au titre du CCNE on défend beaucoup, on a besoin de politiques volontaristes pour l'accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité. Volontariste, ça veut dire des moyens qui ne sont pas que budgétaires, mais des moyens qui ne sont pas que des fausses lois comme la loi Bien Vieillir, par exemple, qui vient d'essayer de remplacer une loi qui ne voit pas le jour, qui devrait s'appeler la loi Grand Âge, entre guillemets. Mais on peut en discuter, mais je pense qu'il y a quelque chose d'embêtant derrière ce qui se passe parfois. Et puis le corollaire de tout cela, c'est que chacun, dans sa vie, de citoyen, de parents, d'enfants, est aujourd'hui confronté à cette réalité que j'essaie de décrire. Chacun connaît un parent qui est en situation de vulnérabilité du fait de sa maladie, du fait du grand âge, du fait de la dépendance, du fait de la perte d'autonomie ou du fait de tout cela mêlé aujourd'hui. Donc chacun, peut-être je suis dans une illusion, mais chacun est et plutôt sera de plus en plus concerné par une réalité à laquelle il essayait intellectuellement, psychiquement d'échapper. Ce qui fait que de mon point de vue, il va y avoir un espace extrêmement important pour parler de ces nouvelles réalités, parce que si nous n'en parlons pas, s'il n'y a pas de politique et s'il n'y a pas de parole autour de tout cela, ce qui se passe, c'est ce que nous avions pointé lorsque je dirigeais l'Observatoire national de la fin de vie, mais que certains travaux de recherche ont montré autour des maladies chroniques, indépendamment de l'âge, parce que vous évoquez la question du grand âge, mais on pourrait le développer indépendamment de l'âge. Il y a aujourd'hui des personnes qui, depuis le plus jeune âge, vont pouvoir vivre, mais avec une maladie, avec un handicap, et il va falloir, de mon point de vue en tout cas, accompagner ces vulnérabilités pour qu'elles puissent être traversées, voire transcendées. On pourrait en parler aussi, l'approche capacitaire autour de tout cela est intéressante. Donc il y a lieu, à mon avis, d'organiser une vraie... alors je reprends le mot de médiatisation, mais pas forcément au sens des médias audiovisuels, mais parler de cette réalité, accompagner cette réalité, elle viendra croiser ce que vivent les personnes. Je disais tout à l'heure que nous avions évoqué lors de travaux de l'Observatoire national de la fin de vie cette notion de sentiment d'indignité qui existe. Je ne parle pas d'indignité, je parle bien de quelque chose qui est perçu par les personnes, qui n'a rien à voir avec la notion d'indignité, mais qui est quelque chose qu'elles ressentent, qu'elles traduisent avec leurs mots, des personnes âgées dans les EHPAD en particulier, puisque c'était une étude qui avait porté sur les EHPAD, montrant que ces personnes souffraient ou exprimaient un sentiment de ne plus être déjà dans la vie, d'être inutile, d'être une charge, d'être en quelque sorte en trop dans une société qui les excluait, y compris dans les établissements dans lesquels elles se trouvaient et qu'elles n'avaient pas voulu investir souvent. J'ajoute à cela qu'il y a une toute petite musique qu'on a entendue pendant la Covid, par exemple pendant la période épidémique où à un moment, et en particulier autour de la question du... comment on appelait ça, cet isolement, enfin
Pardon. Le confinement, pardon, excusez-moi. La période du confinement, je me rappelle qu'André Comte-Sponville, par exemple, que nous connaissons, posait cette question, mais il la posait, et c'est intéressant de la poser, mais qu'en faisait-il et qu'est-ce qui en a été fait? Est-ce qu'il faut qu'on sacrifie une société pour ses vieux, pour protéger ses vieux? Je caricature un peu la position qui était... C'est pas loin de ce qu'il disait. Voilà. Et on voit bien que peut émerger de cette réalité que nous contribuons à générer, j'insiste pour dire que c'est le corollaire des avancées du progrès, et le devoir d'une société, c'est le devoir de solidarité, me semble-t-il. Mais si nous n'accompagnons pas cela par des politiques, par du débat ou du discours autour de tout cela, eh bien le risque, c'est un risque de stigmatisation, voire d'exclusion. On peut déjà en parler quand on parle d'agisme. Le travail en gériatrie que j'ai pu faire dans ma carrière m'a montré combien toutes ces réalités que je viens de vous décrire très sommairement n'étaient pas compatibles avec la réalité du fonctionnement, par exemple, d'un service de santé, où il faut pratiquement avoir répondu aux questions avant qu'on ne les ait posées. Vous savez, quand on est une personne âgée, on répond toujours juste. Je ne parle pas des personnes qui ont des troubles de l'autonomie, mais je parle des gens qui ont un vieillissement qu'on dit normal. Le vieillissement normal, c'est un ralentissement, ce n'est pas une perte. On comprend tout, mais il faut un peu plus de temps. Mais vous le savez aussi, les temps, aujourd'hui, ne se croisent plus. Les temps des soignants ne croisent plus le temps des personnes qu'elles sont censées soigner. Il y a quelque chose qui ne va pas dans un système qui oublie son propre objet, me semble-t-il. Donc, je pense qu'il faut effectivement, à la lumière de ce qu'il advient dans notre société, avec une augmentation considérable de ces réalités de personnes en situation de vulnérabilité, il s'agit, à mon avis, d'en parler de cette réalité, de défendre la notion que dans une société qui s'honore, on soutient les personnes en situation de vulnérabilité. L'avenir de nos sociétés démocratiques se situe probablement dans ce que je viens de dire. La raison d'être de notre capacité à durer, entre guillemets, en tant qu'animaux ou espèces, c'est probablement que nous faisons solidarité. Et quand on commence à entendre parler de désolidarisation, eh bien, je pense qu'il y a des inquiétudes à avoir. Donc, il peut y avoir, c'est mon côté un peu optimiste, ou la différence que l'on peut avoir, je pense que dans ces évolutions de notre société, il peut sortir quelque chose d'assez positif, me semble-t-il. J'essaie d'être optimiste. On le voit. Merci, Régis. Jacques, peut-être... Oui, mais Régis n'a pas évoqué la question qui était posée finalement. Ça fait rien. En fonction de ce qui se prépare au Parlement, quelle va être la situation ? C'est ça la vraie question. Enfin, c'est ça la question qui était posée par notre animateur. Tout à fait. Même si on n'est pas rentré dans le détail. Je peux juste si tu veux justement compléter. Oui. Merci de me faire remarquer. Je ne réponds pas aux questions. C'est comme les hommes politiques, ça. Mais on a le droit à la complexité et on a le droit à la sincérité. Non, mais vous êtes ensemble vous propose de prendre un réfléchir, chemin. et merci beaucoup de le faire comme ça parce que c'est peut-être bien plus précieux que si vous aviez bâti des propos totalement bétonnés à l'avance. Merci. Non, mais je pense réellement qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une époque de transformation profonde dans notre société. Est-ce que nous aurons les moyens d'appliquer les références que j'ai? Je pense que oui. Je pense que nous devons accompagner l'éventuelle évolution du droit. Je vous rappelle que le débat parlementaire va commencer. Nous devons accompagner l'évolution éventuelle du droit et c'est engagé d'une vraie politique d'accompagnement. Alors, pas du vieillissement, j'en conviens pour l'instant, puisque la question posée concernait surtout les personnes âgées, mais je l'élargis volontairement. La question du développement des soins palliatifs, des soins d'accompagnement, on pourra en parler peut-être au niveau de l'explicitation de ce que contient cette stratégie dite décennale ou double décennale, à mon avis, est une partie de la réponse au questionnement que vous avez, est-ce qu'on va être capable d'accompagner une évolution du droit? Une partie. Et je pense que vous voyez la prudence avec laquelle je vous réponds. Mais je vous renvoie à vous-même aussi une remarque, c'est que vous posez la question de la loi, mais vous oubliez la question de la politique qui doit accompagner la loi. Et donc je pense qu'il faut ne pas dissocier les deux. Ça m'apparaît fondamental. De parler de la loi, c'est une chose, mais de parler de la loi et de la politique qui doit l'accompagner, c'est une chose qui modifie complètement le rapport à la question que vous posez, me semble-t-il. Alors merci. Et Jacques, si ça vous va de oui. contrepoint ou autre point.
Alors, moi, je vais quand même mettre les pieds un peu plus dans le plat. Nous aurons une loi qui, sous l'étiquette bienveillante d'aide à mourir, propose de supprimer le souffrant et non pas de soulager sa souffrance. On est bien d'accord? C'est ça qui... C'est pas ça? Alors, Non, explique. non, je ne pense pas que la loi propose de supprimer le souffrant. Je crois quand même que tu exagères. Ça n'est pas ce qui est écrit. Non, mais on parle simplement. Ça n'est pas ce qui est écrit. Et j'espère que ça n'est pas le sens de ce qui est écrit. Parce qu'en plus que ce qui est écrit... Mais je partage ton avis sur l'euphémisation du terme « aide ». Je ne le partage pas, je m'en suis exprimé autour de tout cela. Je crois avoir compris, mais peut-être ne l'ai-je pas compris, que cette loi prévoit le possible accès à l'assistance au suicide, on pourrait y revenir, chez des personnes qui seraient atteintes de maladies incurables, dont le pronostic serait limité à moyen terme, ce qui fera aussi discussion, qui présenteraient une symptomatologie ou une souffrance qu'elles estiment, réfractaire et qu'elles estiment insupportable. Je pense en cela que ça rejoint ce que je viens de dire. C'est pour ça que je me permets d'insister, parce que ça rejoint le fait qu'il y a aujourd'hui dans notre société des personnes qui vivent ou qui survivent dans des situations où la vie n'est plus qu'une succession de pertes. Je pense en particulier aux maladies neuroévolutives dont on est en train petit à petit d'augmenter l'espérance de vie. Pertes, je ne vais surtout pas généraliser en disant cela, mais pour certaines, rares, mais pour certaines de ces personnes, à un certain niveau de perte, la vie et la souffrance deviennent insupportables. Je crois que c'est cela qui est dans l'esprit du droit que j'ai lu, dont je débat aussi et dont je me méfie aussi, entre guillemets, mais je ne crois pas qu'il soit écrit quelque part que l'on envisage de faire disparaître les souffrants, en quelque sorte. Alors, à ce point, merci de bien vouloir quelque part confronter vos points de vue ou vos formulations qui ne se calent pas du premier coup. Et j'ai envie de vous proposer une autre formulation qui est celle que nous avons entendue récemment à la permanence de la Fédération Jeanne Malve, où une personne âgée a téléphoné à notre numéro. Une personne âgée, mais pas du tout une personne mourante, ni une personne prise dans trop de maladies. Et je vous dis ces mots terme à terme parce qu'ils reprennent le mot aide et qu'ils reprennent ce que Régis vient de dire de son côté. La demande de cette dame au téléphone était « Est-ce que vous pouvez m'aider pour mon suicide ?» Aussi court que ça, comme formule. On retrouve le côté aide qui était dénoncé par Jacques parce que est-ce que c'est une aide? Et le côté très simple, c'est mon problème c'est ça, est-ce que vous pouvez m'aider pour mon suicide? C'est une demande nouvelle. Si je la dis, c'est à la fois parce que je trouve que dans ces mots, elle pose le problème de ce qu'un Français lambda peut entendre dans le projet de loi qui existe en disant bah, ça y est, maintenant il y a une solution qui va me résoudre mon problème de suicide parce que j'en peux plus, parce que je suis vieille, en gros. Voilà. Et ce qui me frappe, c'est que par rapport à ça, je pense que le risque d'incompréhension sociale avec le projet qui se travaille pour l'instant, quelles que soient ses rectifications, il est immense parce que à ça, cette loi ne répondra pas. Voilà. Je venais déjeuner, j'ai déjeuné à Chorges. Avant d'arriver ici, j'ai pris un déjeuner dans un petit restaurant à Chorges, vraiment petit restaurant. J'étais à pied, j'ai trouvé un endroit. Je ne voulais pas arriver en retard. Je paye mon déjeuner. Il y avait une dame qui était là toute seule. C'était la patronne, qui faisait la caisse, le service. Elle était très gentille. Je lui dis, je vais aux Ivans parce que je vais à un congrès. Elle me dit, ah bon, c'est sur quoi? J'ai dit, c'est sur des histoires des lois et de la fin de vie. Ah, elle me dit, mais moi, je sais très bien, moi, quand je serai un peu vieille et tout, ah ben c'est très bien, comme ça, j'aurai une solution. Deuxième raccourci populaire, si je veux dire comme ça, qui m'impressionne par le côté comment on entend un projet de loi qui n'est pas dans ces termes. Alors, la reformulation de Jacques Ricot était assez provocante en disant « supprime le souffrant ». Voilà. Et je me dis, le gap culturel, il est très grand et on risque de faire un nombre de déçus ou de frustrés absolument considérable en disant « mais je croyais que c'était une loi pour moi ». Voilà. Je rends la parole à Jacques Ricot qui se l'est fait chipper par Régis Aubry qui lui a dit « non, tu peux quand même pas reformuler cette loi » en disant « finalement, elle supprime le souffrant ».
Et je maintiens pourtant ma formulation. Il s'agit d'autosuppression, mais ce n'est pas encore le point où je suis le plus réticent. Mon point le plus réticent, quand j'ai lu l'avis du CCNE, l'avis 139, publié en septembre, c'était aussi cette ouverture qui contredisait à 10 ans d'intervalle ce qui avait été écrit par le même CCNE. Contradiction complète entre les deux textes. Ce n'était pas uniquement la question de l'ouverture au suicide assisté dans des cas évidemment exceptionnels, etc. C'était l'exception quand prétendument une personne ne pouvait pas se suicider, alors à ce moment-là, elle pouvait obtenir l'euthanasie. Ça m'a fait sauter au plafond encore plus haut que la première ouverture. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'est une situation relativement impensable, impossible. J'ai beaucoup travaillé avec la Suisse. À la fin du mois paraîtra, je fais de la publicité aux éditions du CERF, le livre d'un de mes collègues et amis philosophes suisses, qu'il a intitulé La déroute de la raison, où il fait l'inventaire de ce qui s'est passé philosophiquement depuis 30 ans dans nos sociétés occidentales et en Suisse en particulier. Et ce collègue m'a demandé de rédiger un dernier chapitre sur le modèle français actuel et ce qu'il risque de devenir. Donc voilà, j'ai dit un certain nombre de choses, dont celle sur laquelle j'insiste ici. En Suisse, à ma connaissance, il n'y a eu qu'une seule fois où une personne n'a pas été complètement en mesure de se suicider par elle-même. Cette affaire n'a pas fait l'objet d'une loi, cette affaire a fait l'objet d'un jugement au tribunal. D'ailleurs, le médecin s'en est bien tiré, alors qu'à mon avis, il n'était pas très clair sur la question. Mais enfin bon, ça veut dire que les questions qui sont rarissimes, mais au sens de l'unité, sur le doigt de la main, ne doivent pas être traitées par la loi. Elles doivent être traitées par le juge, si juge il y a. Et c'est là que le philosophe que j'essaie d'être ne peut pas oublier qu'entre le juridique et le judiciaire, il y a un abîme. Lorsqu'une loi qui représente les valeurs d'une société dit tout fort et tout haut, je peux vous prescrire un suicide ou je peux vous euthanasier si vous ne pouvez pas vous suicider. Lorsqu'elle dit ça, elle dit beaucoup plus que la lettre de la loi. Elle dit ce qu'a très bien compris au téléphone la personne, ce que je peux vérifier moi aussi tous les jours en allant au bistrot ou ailleurs, ou même dans ma propre famille parfois, elle entend autre chose. Autrement dit, la responsabilité du législateur, ça n'est pas uniquement de dire avec précision, avec des verrous, avec tout ce qu'on voudra, ce qu'il faut faire pour encadrer, pour banaliser. La responsabilité du législateur, c'est de dire quelles sont les valeurs que nous reconnaissons une société. Nous savons bien qu'il y aura toujours des exceptions. Nous savons bien, comme le disait mon maître Paul Ricoeur en la matière, je salue cette grande figure parce que c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier, avec René Scherrer d'ailleurs, que j'ai oublié de saluer tout à l'heure au début de mon propos, de ces questions. Ricoeur, qui était tout à fait hostile, sous peu que ce soit, et qui connaissait très bien la problématique des soins palliatifs en particulier, Ricoeur, qui était très très hostile à légiférer sur ces questions, disait mais nous avons toujours ce que nous appelons nous autres en philosophie depuis Aristote l'équité, c'est-à-dire le jugement, c'est-à-dire aussi le judiciaire. Alors la loi, il faut faire très attention, on ne doit la toucher, comme disait le doyen Carbonnier, qu'avec tremblement. Or, aujourd'hui, notre président dit « Je suis intimidé par le sujet, mais je ne tremble pas ». Alors moi, vraiment, le philosophe qui est attaché au sens des mots ne peut pas ne pas bondir sur sa chaise. Donc, si j'avais un reproche majeur à faire à l'avis du CCNE, c'est d'avoir ouvert cette perspective d'euthanasie, parce que bien évidemment, les personnes qui auront droit à l'euthanasie seront considérées comme une exception, mais les autres diront pourquoi faut-il être en mauvaise posture pour avoir droit à l'euthanasie ? Au nom de l'égalité, bien entendu, la porte est ouverte et elle ne se refermera pas. C'est une évidence. Envie de peut-être compléter ce
point de réflexion qui prend un tour personnel très agréable. Pas personnel, non, pas bien sûr, personnel. Avec néanmoins Régis, très précis, rien de puisque personnel. sur le sujet... Voilà, non, un petit- mais ça n'a rien Non, rien de personnel, personnel. et effectivement, ce n'est pas D'en de ce discuter. registre-là. Mais tu vois, fondamentalement, ce qui me semble aussi embêtant avec le droit, dans ses limites, c'est qu'il ignore des réalités. Je parle des réalités de personnes qui, aujourd'hui, rares, je suis d'accord avec toi, présentent des souffrances que j'ai vues en tant que médecin, que j'ai vues rarement, mais que j'ai vues, qui sont des souffrances qu'on peut qualifier d'insupportables et de réfractaires. Le droit qui ne permet pas l'accès est un droit qui autoriserait cette souffrance. Je réponds peut-être un peu rapidement à ce que tu viens de dire, mais que le droit s'ouvre à cette réalité de personnes très peu nombreuses. Je suis complètement d'accord sur l'idée qu'on ne parle pas, alors on parle beaucoup de ces situations rares, et plus on en parle, moins on parle du reste qui est beaucoup plus fréquent, me semble-t-il. Mais j'entends la valeur symbolique de cette évolution éventuelle, hein. Mais il y a aussi un symbole à ne pas entendre la réalité vécue par certaines personnes. Ça m'apparaît quand même être une chose importante. Et puis, je termine juste sur un point, puisque nous avions travaillé là-dessus avec l'Institut national des études démographiques. Ce qui m'était apparu quand même impressionnant, c'est la réalité de la transgression non dite du droit actuel. Alors, que je ne veux pas quantifier, parce que alors, les gens qui s'amusent à prendre des chiffres qui ne sont pas faits pour ça, puis qui les extrapolent, comme l'ont fait certains parlementaires, sur des études d'ailleurs que j'avais pu moi-même contribuer à mener, je me suis bien hâté de... Je me souviens très bien, oui. De dire qu'effectivement, ça n'était pas faisable. Mais la réalité, je parle plutôt sur le plan qualitatif de ces enquêtes que nous avions menées, où nous voyons des décisions... J'allais dire, je ne ferai pas de jugement autour de ça, dans une visée probablement d'un bien, mais pas du bien, mais d'un bien, décision d'administrer un produit létal à des personnes, dont certaines ne le demandaient même pas d'ailleurs, entre parenthèses, dans ce que j'avais vu, qui existaient, mais qui n'étaient jamais explicitées, jamais argumentées, jamais tracées. Et ça, je pense que la réalité, aujourd'hui, permet, malheureusement, dans l'ombre, de réaliser des choses qu'il ne faut pas tolérer, me semble-t-il. J'espère, peut-être est-ce là mon côté utopiste, mais j'espère que le cadre limité dans lequel s'ouvrirait cette loi, et je suis assez d'accord sur la complexité de la notion d'exception d'euthanasie, dont je te rappelle qu'elle n'était pas tant que cela en rupture au titre du CCNE, puisque en 2000, dans son avis 63, piloté par le professeur Didier Sicard, la notion d'exception d'euthanasie avait été évoquée, mais avait été discutée. Erreur, mon cher Régis, erreur. L'avis 63, publié en février 2000, dont j'ai rendu compte sur 25 pages dans la revue Esprit à l'époque, et repris dans mon livre Philosophie et fin de vie. Ce n'était pas du tout l'idée d'une exception, d'une chose exceptionnelle et rarissime. C'était une notion juridique. Oui, j'entends. Soulever l'exception de procédure. Oui. Rien à voir avec l'exception d'euthanasie dont l'avis 139 est à contresens. Non, je suis prof de prépa, je lis les textes avec une rigueur féroce. Oui, mais peut-être, mais si tu n'acceptes pas que l'on discute si, non, mais ce n'était pas dans la continuité de l'avis 63. Je ne t'ai pas dit que c'était dans la continuité. Je ne l'ai pas dit. Donc, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai dit que l'avis 63 avait nommé la question d'exception d'euthanasie, qui, au plan juridique... Pas de ce sens-là. Le 63. C'était pas dans ce sens-là. Mais au nom... Mais laisse-moi terminer. L'avis 63 nomme la notion d'exception d'euthanasie, qui, sur le plan juridique, renvoyait à une autre notion qui est plutôt celle de l'excuse absolutoire. Notion qui n'a pas été retenue par le Conseil d'État, qui malheureusement annule, et je suis d'accord avec toi, alors je te rejoins sur cette idée, annule la possibilité qu'il y aurait eu de ne pas ouvrir le droit, me semble-t-il. Je ne sais pas si je dis clair. Oui, tu as raison. Oui. Voilà. Et donc, tout cela pour dire qu'effectivement, tout cela est très complexe, très subtil,
Et je pense qu'il faut être extrêmement vigilant. Je pense qu'on est d'accord sur cette idée qu'il va falloir être vigilant, qu'on peut imaginer toute forme de dérive, mais je mentionnais l'existence de dérives actuelles. Et je mentionnais le fait qui m'apparaît, à mon avis, très dommageable, que des situations exceptionnelles ne puissent pas faire l'objet d'une explicitation, d'une traçabilité, d'une argumentation et d'une discussion. C'est ce que devrait permettre, s'il aboutit, un texte comme celui-ci. Je ne suis pas un fanatique du texte de loi. Hein. Je te rappelle que je suis plutôt un fanatique de la politique qui l'accompagne. Je suis d'accord, mais outre le fait, comme le disait toujours Ricoeur, que les euthanasies clandestines sont inéradicables, il ne faut pas rêver, elles existent dans tous les pays. C'était écrit noir sur blanc dans les avis du CCNE précédent. Dans tous les pays qui ont légalisé, il y a des zones grises, quelquefois même plus fortes encore que chez nous. Mais elles existent, et pour moi, c'est le tragique de l'existence, elles existeront toujours. Alors, comment faire par rapport à ces situations exceptionnelles de transgression ? Alors là, il faut prendre le problème à bras-le-corps, j'en suis bien d'accord. Faire une traçabilité autant que possible, mais plutôt dans des comités d'éthique, plutôt dans des structures adéquates, et non pas dans une loi qui vient balayiser, donc banaliser. C'est ça mon problème de philosophe qui, depuis Aristote, fait la différence entre la justice et l'équité. Mais toi, dans un autre avis que tu ne mentionnes pas du CCNE, qui est l'avis 129, qui était plutôt l'avis sur les lois de bioéthique. Je me souviens, oui. Tu te rappelles que nous avions évoqué cette question de la fin de vie déjà, et que nous évoquions la notion très discutable, elle aussi, d'éthique de la transgression dans des situations exceptionnelles. L'éthique de la transgression. Dans certaines situations, il semble plus éthique de transgresser une norme, le droit en l'occurrence, ou une référence morale, que de la respecter, si la respecter, c'est contribuer à faire souffrir. C'est en gros... Nous avions réuni des membres du Conseil d'État, nous avions réuni des magistrats autour de tout cela. Cette notion d'éthique de la transgression était inadmissible pour des magistrats et des membres du Conseil d'État. C'est bien dommage, parce que ça nous aurait évité, à mon avis, d'aller dans le sens... Je suis complètement d'accord. Dans la revue, une petite revue de rien du tout, la décroissance. Ils m'ont interviewé, là, et j'ai donné un exemple récent. C'est un jeune interne qui, voyant une hémorragie cataclysmique se produire en fin de vie, a mis du curare, boum. Il se sentait pas bien. C'est devant le comité d'éthique qu'il est venu rendre compte de sa transgression. Nous l'avons écouté, nous n'avons pas jugé, évidemment, nous n'avons pas dénoncé au juge. Quelqu'un aurait pu le dénoncer au juge, qui d'ailleurs en l'affaire aurait été très clément, vu ce que le pauvre homme le pauvre soignant avait dû supporter par manque de transmission avec les équipes précédentes. Mais ça suffisait. La transgression avait été parlée. Mais je suis d'accord avec toi, dans un monde idéal, dans un monde où on parle... C'est pas le monde idéal, moi, c'est une situation concrète. Mais là, en l'occurrence, j'entends bien ce que tu as dit, mais moi je suis frappé de voir que les acteurs de santé eux-mêmes demandent que les choses soient clarifiées, qu'on ne puisse pas faire ce qu'ils n'en seraient pas autorisés à faire, quand bien même l'éthique de la transgression conduirait à le faire. Il y a quand même une très forte pression au sein même des professionnels de santé pour que les choses soient clarifiées. C'est un problème d'éducation, je suis bien d'accord. Alors, je suis impressionné parce qu'en vous écoutant échanger avec autant de franchise et autant de précision, je suis impressionné par le niveau de ce qui s'évoque, la mobilisation de pensées complexes, réfléchies, etc. Et je repense à la petite dame qui était au téléphone ou à la dame du café de Georges et je me dis, aïe, 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 on est vraiment loin. Et du coup, j'ai envie de vous poser une dernière question pour pouvoir après passer du temps à la salle qui est là et qui écoute, qui est... Et les bénévoles d'accompagnement et les citoyens là-dedans, puisque au fond on est une association, on est là beaucoup sur ce registre-là, ils auraient quelle place selon vous pour contribuer à ce phénomène d'éducation populaire, culturelle, de tout et chacun? On dit souvent que l'accompagnement bénévole, c'est une affaire de citoyens à proximité des autres. Alors, est-ce que vous lui voyez un rôle plutôt plus grand ou un peu autre pour, j'allais dire, quel que soit l'état de la loi qui sortira bientôt, quelque part contribuer à ce mouvement de mise à niveau de la société ou d'appropriation par la société de ce qui se passe? Est-ce que vous pensez que les bénévoles d'accompagnement, les associations d'accompagnement, elles ont un mot à dire
ou au fond pas tellement, parce que de toute façon ça se passe ailleurs. Voilà, c'est une question finale qui n'était pas du tout préparée, je ne vous avais pas du tout dit que je vous poserais cette question, mais si vous voulez donner un bout de réponse, parce qu'au fond l'assistance qui est là, c'est un peu pour ça qu'on s'intéresse à tous ces sujets aussi. Je crois que Jalmave, dont je fais partie depuis très longtemps, a une charte. Et moi, je relis quelquefois la charte, elle est très claire. Elle ne souhaite pas que soit balisée une aide à mourir, comme on le dit aujourd'hui par euphémisme. Il me semble que c'est la règle. Mais c'est plus simple que ça quand on est bénévole d'accompagnement. Quand je vais, comme chaque semaine depuis tant d'années, en EHPAD, j'écoute sans jamais juger. C'est bien ce que nous apprenons tous ici, ce que nous faisons tous dans cette activité. Et nous écoutons, nous ne jugeons pas. Mais l'avantage des bénévoles d'accompagnement, c'est qu'ils ne sont pas soignants. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas à entrer dans un dispositif où ils seraient impliqués. Il me semble qu'un bénévole d'accompagnement, quand quelqu'un lui dit « j'en peux plus, je veux mourir », enfin, on entend tout ça tous les jours, enfin, j'imagine, c'est pas de dire, écoutez, il y a une loi là qui vous permet. C'est pas son boulot de dire ça. Il est là pour témoigner de la fraternité, il est là pour témoigner de la solidarité de la société. Il est là pour dire, ta vie compte pour moi, moi je suis là pour t'écouter. C'est tout, rien de plus, rien de moins. Je veux dire, il ne va pas être le commis voyageur de la loi et celui qui va servir d'intermédiaire. Il ne ferait pas son travail d'accompagnement. Il accompagne jusqu'au bout. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Et je ne vois pas comment adopter une autre position que celle-là. Oui, mais en même temps, son association, une association Jalmagne, elle peut aussi témoigner de ce que les bénévoles voient, constatent. Elle peut avoir quelque chose à dire par rapport à une histoire de solidarité nationale ou par rapport à une histoire... Voilà. Et à ce titre-là, les bénévoles peuvent parfois témoigner dans la société. Ils le font, par exemple, quand il y a des séances de formation des élèves infirmières où ils viennent raconter ce qu'elles n'ont pas pu voir encore. Et par cette fonction de témoignage, d'expression, ils peuvent contribuer vraisemblablement, c'est peut-être, par capillarité, par proximité, mais ils peuvent contribuer à faire venir cette réalité. C'est en ce sens-là que je posais la question de savoir si le type de projet de loi qui est devant nous, etc., pourrait appeler éventuellement, de vos voeux ou pas, je ne sais pas, une action complémentaire, autre des bénévoles, pour que... Voilà. Je pose la même question à Régis Aubry. Nous n'avons pas la réponse. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on est en congrès ensemble demain et après-demain. C'est pour réfléchir aux deux facettes de cette question. Peut-être je peux me permettre de vous demander ce que vous avez répondu à la dame, là, ou aux deux personnes qui vous disaient... parce que du coup, c'est aussi un peu la question que vous nous posez. Oui, c'est un grand embarras parce qu'en fait... Alors, matériellement, en fait, juste un premier niveau de réponse à cette personne sur ce qu'elle demande. Quand elle demande à la Fédération Jalmave, la Fédération Jalmave n'a pas de bénévoles d'accompagnement, ils sont dans les associations. Donc après, c'est de pouvoir de la renvoyer effectivement sur une association là où elle habite pour pouvoir poursuivre cette conversation. Néanmoins, le premier niveau, ça a été d'être un instant avec elle par rapport à cette demande qu'elle disait avec beaucoup de simplicité et beaucoup d'embarras. Vous voyez, par exemple, je pense qu'il ne vous est pas interdit de dire à cette dame que ce qui est un projet, mais parlons de ce projet de loi, ne répondra pas à cette demande qu'elle fait la demande. Juste parce que je trouve que la question que vous posez est très intéressante. Je suis d'accord avec Jacques sur la fonction du bénévole, mais dans un monde qui évolue, dans un monde dans lequel je trouve que c'est quelque chose de positif, je le vois dans d'autres projets que je conduis actuellement, les usagers de la santé, les malades, les patients experts, les pères aidants deviennent, à mon avis, une véritable réalité dans l'exercice de la démocratie sanitaire. Je me demande si les bénévoles d'accompagnement, alors je n'ai pas de réponse non plus, mais ne doivent pas réfléchir à une évolution de leur rôle qui doit être le rôle, c'est l'écoute, c'est la présence, c'est l'accompagnement, mais c'est aussi parfois répondre à des questions que posent les personnes. Et est-ce qu'il n'y a pas un rôle pédagogique à jouer autour de tout cela ? Je ne veux pas y répondre parce que je pense que c'est à vous de dire. Non, mais c'est à vous de dire. C'est notre question pour nos deux jours, bien évidemment. Je pense réellement qu'il y a peut-être là un enjeu d'évolution au sein même de la fonction bénévole. Franchement, je n'ai pas la réponse et ça se discute
comme dirait un journaliste encore. Voilà. Alors peut-être je vous propose que après ce temps de réflexion à voix haute, dont je vous remercie l'un et l'autre beaucoup de l'avoir fait comme ça devant nous, le temps de la réflexion s'élargisse à cette très grande assemblée. Je vous rassure, d'ici, on voit assez mal, mais il me semble qu'il y a du monde jusqu'au bout. Il n'y a pas beaucoup de places vides. Je ne sais pas matériellement quelle est l'organisation qui peut permettre de ne pas faire passer un micro. Je ne sais pas si... Voilà, si peut-être en rendant un des micros ici, par exemple, du coup, je vais rendre mon micro. Et merci à ce moment-là. Et c'est vraiment la place ouverte à une réflexion à voix haute que vous avez envie de partager avec nous. Ça peut être une question vers l'un ou l'autre de nos deux intervenants. Ça peut être un doute. Voilà, ce qui nous permet de continuer à réfléchir. À beaucoup plus nombreux, c'est évidemment quelque chose de délicat. Et si vous avez la gentillesse de vous lever quand vous aurez le micro, parce que c'est toujours agréable de savoir d'où part la voix qui pose. Médecin de soins palliatifs, je voulais que nos deux conférenciers creusent un peu peut-être cette question qui a été évoquée. On en a parlé, je me rappelle à Reims, Régis, on avait évoqué cette question de l'éthique de la transgression. Et on s'était même trouvé d'accord à ce moment-là. Donc j'aimerais pouvoir faire en sorte que vous puissiez creuser un peu cette question parce qu'elle me paraît essentielle. Et elle paraît effectivement capable, elle aurait pu être capable d'éviter une loi. Alors merci, l'intervention est courte. La possibilité de creuser à deux sans y mettre trop longtemps, je ne sais pas si ça vous est possible en quelques mots d'aller un petit peu plus loin que vous n'êtes allé. Peut-être juste un mot, mais on interagira. Mais effectivement, on en avait déjà parlé, Alain. Plus la médecine engendre des situations de grande complexité et de grande souffrance, plus elle impose de poser la question de l'éthique de la transgression d'une norme. Mais qu'est-ce que la norme ? Et qu'est-ce que la transgression d'une norme ? C'est vraiment une question très complexe, mais c'est une question pratique, me semble-t-il, pour les acteurs de santé que nous sommes, ou que nous avons été, entre guillemets, que d'être confrontés à des situations limites. C'est même, d'ailleurs, de mon point de vue, là où on n'est pas d'accord qu'il faut travailler. Là où il y a des tensions qu'il faut aller. Le cœur, à mon avis, des soins palliatifs, c'est là où ça fait tension, où ça fait désaccord. Parce que sinon, si on veut aller que là où on est tous d'accord, c'est autre chose, me semble-t-il. Donc il faut investir cette notion. Je reprends l'avis 129, dans lequel nous nommions, excusez-moi avec ces chiffres, ça n'a aucune importance, mais nous nommions une nécessité, c'était de mener des travaux pour décrire ces situations, sur un plan qualitatif, c'est-à-dire d'écrire des situations, pour essayer de comprendre où se poserait la question de l'éthique de la transgression. Pas tant de le quantifier, parce que je ne pense pas que ça soit vraiment quantifiable, cette question, mais dans un double objectif. Pouvoir peut-être y répondre, et c'était dans cet avis, pouvoir éviter que la médecine n'engendre ces questions, éviter que la médecine ne fabrique des situations aporétiques, je ne sais pas si le mot convient, mais des situations insensées. Parce qu'aujourd'hui, dans cette ambiance de la valorisation de l'action en médecine, de l'action technique, scientifique, on escamote la réflexion éthique. Et l'on fait souvent au seul motif que l'on sait faire, quand bien même faire conduit à faire souffrir. Et je trouve qu'il y a là une leçon pour la médecine, tu vois, c'est dans ces deux sens-là, c'est-à-dire peut-être qu'il faut une réponse, peut-être faut-il une réponse dans le cadre du droit, mais il faut une réponse absolument du côté du questionnement au sein de la médecine elle-même. Ne pas faire, savoir décider de ne pas faire. Je crois qu'on avait discuté de cela aussi. C'est probablement la décision la plus difficile à prendre lorsqu'on est un professionnel de santé, que l'on sait que l'on peut faire, mais que l'on sait aussi que ce que l'on va faire va peut-être produire plus de souffrance que de bénéfices. Savoir ne pas faire est probablement quelque chose, une des réponses à cette approche de l'éthique de la transgression. Pardon, je parle trop. Non, il n'a pas parlé trop, d'autant plus qu'il a dit exactement ce que j'aurais pu dire moi-même. Donc cet avis 129 était très intéressant. Tout à fait d'accord, mais je vais reprendre un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure avec insistance. Le Comité consultatif national d'éthique, je dis bien d'éthique, ce n'est pas un comité consultatif national juridique. Et
l'éthique est dans son rôle, dans sa place, quand elle examine ces situations exceptionnelles. Mais quand on dit exceptionnel, il ne faut pas oublier que c'est dérisoire. Ce n'est pas du tout de l'ordre de, je sais pas moi, des 15% d'euthanasie qu'il y a dans telle région de Hollande. C'est du 0,0000. Je calculais l'autre jour que le nombre de Français qui étaient partis en Belgique l'année dernière, c'était, écoutez bien, 0,0007% des décès français. Donc, attention à l'effet de loupe médiatique qui peut se produire. Donc, ces situations, c'est le tragique de l'existence. Si le droit s'en mêle, c'est plus la même chose. Mais c'est plus la même chose du tout. Et c'est pourquoi ça doit rester dans les comités d'éthique, ces affaires-là. Si, évidemment, parce que ce sont des zones grises inévitables, si, évidemment, un juge s'en mêle, eh bien, allons au tribunal. Et nous savons très bien ce qui se passera, soit un non-lieu, soit un jugement d'une clémence extraordinaire. Donc, arrêtons de croire que c'est parce qu'il y a ces situations qu'il faut changer la valeur symbolique de la loi. Et donc évitons, cher Régis, de dire qu'il y a une voie éthique vers une légalisation. Alors, je vous propose qu'on n'aille pas beaucoup plus loin, parce que je ne sais pas si... Oui, bien, entre approfondir et perdre tout le public, aïe, 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 attention. C'est vraiment un dernier mot, parce qu'après, on repasse la parole. C'est vraiment un dernier mot, mais je rappelle juste le contenu du texte, parce que c'est important de s'y référer. Je te rappelle que ce qui est écrit dans l'avis 139, c'est pas « il est éthique de », c'est « si le Parlement souhaite faire évoluer le droit, il nous apparaît que... » Non, mais cette nuance m'apparaît importante. Pardon. C'est le rapport entre l'éthique et la loi de ce point de vue-là. Je me suis permis de dire à peu près le même propos à la commission spéciale. Je ne suis pas sûr qu'elle ait pigé ce que je voulais dire l'autre jour, pour être honnête. La parole repasse. Là, il y a quelqu'un qui avait un micro. Merci beaucoup d'avoir patienté. Et les autres, n'hésitez pas à lever pour qu'on puisse au moins gagner du temps de circulation de micro. À vous. Bonsoir, merci. Je suis membre de la DMD, j'habite dans la région. J'ai d'ailleurs été très gentiment accueilli par une personne à l'entrée qui m'a dit « Ah, super, c'est bien, on a besoin de travailler ensemble. » Merci beaucoup. Il y a quelque chose qui me semble anachronique dans votre discours. D'un côté, vous déplorez le fait qu'on ne parle pas suffisamment de la fin de vie, que ça ne soit pas présent dans l'éducation, dans les médias, etc. Et d'un autre côté, je vous vois vent debout contre les directives anticipées qui, moi, me semblent une occasion justement d'en parler, de réfléchir sur sa fin de vie. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez apporter une réponse, un complément. Je me suis mal fait comprendre. Je ne suis pas vent debout. Je dis qu'elles sont très très précieuses quand une pathologie dont l'évolution est prévisible se présente. Vraiment, là, c'est l'occasion d'un dialogue. Elles servent, les directives anticipées, avant qu'on les rédige, à parler. C'est ça que j'ai voulu dire et rien d'autre. Pour le reste, ce que j'ai observé, mais il n'y a pas encore d'études scientifiques à mes yeux suffisamment approfondies, pour vérifier si oui ou non dans les directives anticipées il y a quelque chose de différent de ce que la loi exige déjà. C'est ça que j'ai voulu dire et rien d'autre. J'ai voulu surtout valoriser la nomination d'une personne de confiance plus que les directives anticipées qui, comme chacun le constate quand il l'un n'empêche pas l'autre. Quand il est du côté des soignants ou du côté des accompagnants, le bien portant n'est pas le même que le mal portant. Merci de cette petite correction. Je crois que le micro est parti en fond de salle. À vous, oui, merci. Merci, madame. Oui. Bonjour et merci d'avoir... Bien devant la bouche. Merci d'avoir ouvert la conférence à tous, parce que je séjournais ici et je suis là par hasard. Mais je suis aussi fille de bénévoles Jalmalve à Mulhouse. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a des Mulhousiens ici. J'ai suivi le débat avec beaucoup d'intérêt et j'ai beaucoup de questions que je ne m'étais jamais posées. Notamment la pertinence d'une loi. Et c'est vrai que vous avez évoqué plusieurs choses. Donc il y avait cette éthique de la transgression. Déjà, c'est vrai que c'est un élément très important. Et puis il y avait cette distinction du juridique et du judiciaire pour les cas d'exception.
le juridique va s'appliquer à tous. Le judiciaire, ça sera uniquement pour les cas particuliers, dans des juridictions qui vont être différentes. Enfin, je ne sais pas, à Bordeaux, à Lille ou à Paris, ce sera devant un juge distinct, éventuellement appuyé par des comités d'éthique locaux. Les réponses ne seront pas forcément toujours les mêmes qui seront apportées. Donc il y a peut-être une inégalité aussi territoriale dès lors qu'on va dans le judiciaire. Pour une question comme ça, c'est une des questions que je me posais. Et le dernier point, c'était par rapport à la loi. Vous avez évoqué le fait qu'il y avait un petit nombre, au lieu de beaucoup, je me reprends, un petit nombre de cas qui avaient lieu sans aucune traçabilité, sans savoir ce qui se passait, etc. Ça me rappelle un petit peu le débat très ancien, avant ma naissance, sur la dépénalisation de l'avortement, qui a permis finalement d'apporter une traçabilité, une sécurisation, là où la pratique existait déjà. Là, si la pratique existe déjà, en la légalisant d'une certaine façon avec un cadre, peut-être que les conditions seront peut-être moins violentes. C'est un mot que vous avez employé qui me paraît important aussi sur cette fin de vie. Voilà. Merci. Donc à la fois une question et puis une sorte de prise de position en se décalant par rapport à cette autre situation antérieure. Un questionnement surtout. Oui, moi, il est vrai que je suis un tenant de la jurisprudence. Un jugement jurisprudentiel est important et peut avoir des effets. Je ne suis pas sûr qu'il faille redouter qu'à Marseille, on juge différemment qu'à Lille. Ce n'est pas tellement ça la question. C'est que chaque situation étant singulière, méritera de toute façon un jugement singulier. Mais il est vrai qu'à force de multiplier des jurisprudences, on arrivera à avoir une photographie, à mon avis, suffisante. Ce n'est pas la même voie que la voie législative, la voie jurisprudentielle que je défends depuis toujours sur ces questions, parce que je suis peut-être philosophe et donc nourri aussi de la conception non positiviste du droit qui aujourd'hui est peut-être malmenée dans notre pays. Les grands juristes d'autrefois sont peut-être décédés, mais c'est à eux que je me réfère encore, vieux jeu que je suis sur ces questions. Donc c'est l'occasion pour moi d'ailleurs de faire une remarque incisive sur la question qui a été posée à la Convention citoyenne. Est-ce que la loi répond à toutes les situations ? Mais c'était absurde de poser une question pareille. Vraiment, quand je me suis exprimé en ayant été auditionné à l'Assemblée nationale en mars 2023 et au Sénat aussitôt après, je me suis étonné de ce qu'une telle question pouvait susciter comme incompréhension. Je crois que nos législateurs, qui sont beaucoup plus intelligents qu'on ne croit et qui réfléchissent bien, ont perçu tout de même sans l'avoir avoué expressément, l'incongruité de cette question. Bien sûr qu'aucune loi, puisqu'une loi est faite pour le général et non pas pour le particulier, elle ne peut pas répondre à toutes les questions. Ça va tellement de soi que je me suis même demandé comment on avait pu laisser passer une telle formulation au départ. Évidemment, les DDPP. Mais j'en profiterai pour... Alors, je ne vais pas répondre à la question de l'avortement, je peux le faire, très très volontiers, je le fais très souvent. Elle est beaucoup plus compliquée et en même temps plus simple qu'il y paraît. Mais enfin, laissons ça, je veux bien parler avec vous, puisque je reste jusqu'à dimanche, on aura le temps. Mais avez-vous remarqué que la Convention citoyenne, pour 20%, 21% exactement des participants, a souhaité qu'il n'y ait pas de balise, c'est-à-dire que l'on puisse accéder au suicide assisté simplement si on a pu vérifier la volonté libre et éclairée, sans aucune prescription médicale, sans aucun argument de soignant. Donc ça veut dire que ce mouvement dans la société, il est en train de gagner. C'est le discours quasiment public du président de la mutuelle de l'enseignement à laquelle j'appartiens depuis si longtemps. Ça ne regarde pas autre chose que ma conscience personnelle si je veux me suicider. Ça, j'en suis d'accord. Mais où il y a quelque chose qui ne va pas, c'est quand on demande à l'État d'avoir les moyens de se suicider sans que l'État puisse regarder. 20% d'ici, 21%, on dit ça. Et c'est ça la dynamique de notre société d'aujourd'hui. Voilà dans quelle direction elle va.
je ne suis pas Cassandre, je ne suis pas non plus nécessairement boîte de Pandore et tout ce que vous voudrez, mais je vois que c'est ce courant-là qui est dominant dans les conversations de bistrot et chez 20% des citoyens. Merci. Un complément ? Un complément sur un autre registre, hein, de la question que vous posiez autour de cette histoire de la clandestinité, etc., et surtout de la transparence et de l'argumentation de la décision. Ça m'apparaît important et c'est un enjeu, à mon avis, qu'il faut suivre avec beaucoup d'attention dans les discussions qui ont et vont avoir lieu autour de la loi. C'est l'approche, pour éviter la subjectivité d'une décision qui est prise de façon solitaire, il faut arriver à argumenter, à écouter les arguments d'autrui et à interdisciplinariser en quelque sorte l'approche face à une demande. Ça m'apparaît être quelque chose d'extrêmement important s'il doit y avoir une discussion autour de tout cela. En tout cas, pour moi, c'est un des enjeux qu'il faut renforcer dans le projet de loi qui est actuellement discuté. Une décision prise par une personne seule dans une dimension d'émotion ou très forte est une dimension hautement subjective. Une décision qui fait suite à une délibération interdisciplinaire est une décision qui est beaucoup plus fondée, me semble-t-il. Il faudra être très vigilant à tout cela. Et en faisant un jeu de mots, quoi qu'il en coûte, parce que ça coûte d'avoir de l'interdisciplinarité et du temps pour faire ça, ça coûte du temps des gens qui veulent le faire, qui sont là pour le faire. On prend une autre intervention, peut-être il y en a. C'est très difficile de voir si vous avez... Oui, je crois là-bas, au fond à droite, quelqu'un qui a un vêtement clair. C'est un bon plan dans les soirées collectives d'avoir un vêtement clair. On voit où on est. À vous là-bas. Merci. Ma question, elle est pour une part factuelle. C'est-à-dire, je voudrais un chiffre. Notamment, Monsieur Aubry, quand vous mentionnez ces cas que vous avez dit rarissimes, pour lesquels ne pas avoir de loi devient une injustice. Dans l'avis 139 du CCNE, on a eu beaucoup de chiffres, sauf celui-là. Et j'aimerais bien qu'on me dise si c'est 10, 20, 50 ou 1000. C'est ça le chiffre. La deuxième question que j'ai, c'est... Il m'a semblé que vous construisiez votre analyse et votre optimisme sur des si et des à condition que, et oui dans la mesure où. Or, qui peut garantir qu'on aura ça avec la loi ? Et là, j'ai une grande interrogation et un abîme de doute, pour ne pas dire autre chose. Et le dernier point, c'est... on a mentionné la complexité du débat et vous en avez été évidemment les représentants parfaits. Maintenant, je ne suis pas sûre que c'est la qualité des discussions que nous aurons à l'Assemblée nationale. Et surtout, à un moment donné, il va y avoir une décision. Et donc, à un moment donné, le débat n'aura plus cours. Et qu'est-ce qui va nous garantir qu'on pourra continuer à creuser des situations comme celle-ci de manière complexe, intelligente et sans forcément vouloir donner une réponse. Merci. Je vais faire un bout de réponse alors que je suis le moins qualifié sur un aspect auquel la fin de votre intervention vient de me faire penser. Débattant à un certain moment de ça avec Madame Firmin Lebaudot, je lui disais, quelle que soit la loi qui va se proposer, se faire, se voter après discussion, il faudrait au moins 100 conventions citoyennes, une par département, pour continuer à travailler sur ce dont il a été question, pour approfondir et comprendre. Quand je dis 100, c'est un chiffre symbolique, c'est pour dire tout le travail est encore après de compréhension, appropriation, etc., en proximité sur le terrain. Mais ceci ne répond qu'à un aspect secondaire de votre question. Je passe peut-être le micro. Il y avait une demande sur quel est ce chiffre, quel serait ce chiffre ou l'ordre de grandeur très limité. Oui, ce chiffre ne figure pas effectivement dans les annexes de l'avis 139 parce qu'il n'existe pas. Vous ne pouvez pas mesurer quelque chose qui est clandestin. Et un des enjeux, alors effectivement, on l'appréhende au travers de travaux de recherche, mais indirectement. Et donc, un risque, à mon avis, un risque, c'est l'extrapolation de chiffres qui n'ont pas été faits dans la recherche pour cela. En revanche, je poursuis ma réponse. En revanche,
Sur la dernière partie de votre question, moi, ce qui m'apparaît important, et sur la deuxième et la troisième partie de votre réponse, mon optimisme et qu'est-ce qui nous fait croire, entre guillemets, peut-être mon optimisme et ce qui me fait croire, mais je pense réellement, alors d'une part, que si nous restons en démocratie parlementaire, je crois qu'il faut que nous fassions confiance à la démocratie parlementaire. Si on remet en question la capacité de nos parlementaires à débattre et à appréhender la complexité, c'est quand même embêtant pour valoriser la démocratie, surtout par les temps qui courent. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, et j'ai beaucoup insisté récemment lors de l'audition par l'Assemblée nationale, c'est la nécessité de mettre tout de suite en place, je reviens au tout début de nos échanges, un dispositif d'évaluation bien pensé de l'effet et de la réalité de cette loi. Ce qui n'a jamais été fait pour les lois précédentes doit absolument être fait là. Et je termine pour dire qu'il y a là un champ de recherche extrêmement important qui s'ouvre. Il va falloir que les chercheurs, de façon interdisciplinaire, regardent ce qu'il advient autour de tout cela. C'est par la recherche et la production de données que l'on pourra, ou pas, confirmer le bien fondé des évolutions, ou pas. Et on peut revenir sur des évolutions lorsque des données viennent nous recommander de revenir dessus. On ne reviendra pas sur des évolutions s'il n'y a pas de travaux d'évaluation et pas de travaux de recherche. Donc je plaide beaucoup pour cette dimension. Merci. Alors merci déjà à ces interpellations, questions. Il y a la place encore pour un petit peu. On va bientôt être fatigué, mais néanmoins il y a encore un peu de temps. Voilà, si quelqu'un voulait, si le micro est en passe d'aller quelque part, à moins qu'on soit, voilà, comme la mer étale. Ah non, ici, du côté gauche. Merci beaucoup de vous lever. Merci. Je suis Dominique de Belfort. Moi, je voulais demander aux bénévoles qui sont là de ne pas oublier que c'est sûr, nous sommes des bénévoles Jalmal, mais nous sommes aussi des citoyens. Et on m'a reproché, moi, dans mon association, quelqu'un m'avait reproché d'utiliser le mot citoyen parce que je disais que le bénévole était un citoyen qui allait vers un autre citoyen en difficulté. On m'a reproché, on m'a dit que le mot citoyen, c'était révolutionnaire. Mais je maintiendrai, je continue d'employer le mot citoyen et je me demande qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour intervenir auprès de nos parlementaires, pour essayer de leur faire comprendre l'enjeu énorme que pourrait être cette loi. Moi, je l'ai fait dans mon coin avec un jeune député qui n'était pas mon député, mais celui de la circonscription d'à côté. Vraiment, il n'y connaissait rien du tout. Hein. Il ouvrait des yeux grands, je ne sais pas comment, mais à tel point qu'il m'a dit, on a discuté pendant 1 heure, et il m'a dit, écoutez, quand le texte sera sorti vraiment, je vous recontacterai. Il ne m'a pas contacté encore. Hein. Mais quand même, j'ai vu que il suivait. Moi, ce qui me dérange beaucoup, ce sont ces sondages. Les personnes, en particulier les personnes âgées, où moi j'interviens beaucoup, elles ne sont jamais consultées dans les sondages. On nous dit qu'il y a 80% pour la loi sur l'euthanasie, mais les 20 autres %, ils veulent quoi ? Alors, est-ce que nous, on peut intervenir ? Est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Est-ce qu'on fait quelque chose pour faire comprendre aux législateurs l'enjeu de cette loi ? Un petit mot, parce que je trouve très juste cette intervention. Moi, je trouve qu'on vient de vivre, alors elle est imparfaite, une expérience d'inter-interrogation entre l'exercice d'une démocratie citoyenne et d'une démocratie parlementaire. On verra ce que ça donne, hein, entre guillemets. Je suis d'accord sur l'imperfection de la Convention citoyenne, mais je trouve que le mérite de cette Convention citoyenne est réel. Je trouve que le travail qui aboutit d'ailleurs à un avis pluriel et pas un avis monomorphe est intéressant. Puis je rappelle qu'il n'y a pas eu que la Convention citoyenne. Hein. Il y a eu plus de 2000 débats organisés par les instances du débat public en France, que ce soit les espaces de réflexion éthique, que ce soit les conférences régionales de santé et de l'autonomie. Ça débat. Et je suis tout à fait d'accord sur l'idée qu'il faut que cela continue à débattre. On ne peut pas appréhender la complexité de ces questions sans débattre.
On ne peut pas appréhender la complexité réelle de ces questions sans débattre. On peut ne pas être d'accord, mais si l'on ne débat pas, on n'a aucune chance d'arriver à quelque chose qui serait un accord. Je ne parle même pas de consensus autour de tout cela. Et je pense que, effectivement, les citoyens, dont les bénévoles d'accompagnement, ont un rôle à jouer autour des parlementaires pour fonder, en quelque sorte, l'opinion ou la position de ces parlementaires. Ça m'apparaît être assez exemplaire dans l'exercice d'une démocratie. Pour faire un lien avec les heures que nous avons devant nous, nous sommes là vendredi soir. Dimanche matin, le Congrès aura travaillé et évolué. Une des questions que nous traiterons tous ensemble dimanche matin est la question qui a été posée là, qui est de dire que pouvons-nous faire vis-à-vis de nos parlementaires, de nos députés, etc. Nous la poserons, c'est pas la seule, mais nous la poserons au milieu de 3 questions avec toute la richesse d'avoir déjà la conférence de ce soir, et merci beaucoup, les échanges que nous allons avoir demain et encore mieux les nuits qui font qu'on mature tout ça. Merci beaucoup de cette intervention. Ça ne veut pas dire que c'était la dernière, et si quelqu'un voulait encore prendre la parole, oui, eh ben, c'est au premier rang. Merci. Bonsoir. Donc Gilles Laverne, je suis neurologue à la retraite, une spécialité palliative s'il en est une, avec quelques années d'expérience. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié le côté promotion des soins palliatifs et de la culture palliative, et on essaye d'y travailler dans le département le plus possible. J'étais neurologue ici à Gap. La première partie du débat, je ne sais pas si vous êtes allé jusqu'au bout de dire, mais si on avait appliqué comme il faut cette loi en cours, est-ce qu'on en serait là? Est-ce qu'il n'y a pas un certain nombre de situations qui seraient déjà prises comme il faut? Est-ce qu'il n'y aurait pas un certain nombre de patients dont on serait mieux occupé? Alors, on a les chiffres pour les demandes d'euthanasie à Jeanne Garnier, bon, on les connaît, hein. On sait que c'est minime, et puis quand les gens sont pris en charge, ils diminuent, ils se réduisent dans la semaine qui suit, et que ceux qui restent et qui étaient encore en demande d'euthanasie, en général, ils sont morts dans les 15 jours, les 3 semaines qui suivent. Donc, il y a des choses peut-être qu'on n'a pas fait comme il faut avant de se poser d'autres questions. Alors, c'est vrai que la Convention citoyenne a le mérite de lever, de faire réfléchir, de montrer ce sujet, avec toujours ce problème de transgression. Moi, ce qui m'a bien intéressé dans la transgression aussi, c'est que, Monsieur Aubry, vous avez dit qu'on manquait d'humanité, on avait négligé l'humanité dans notre métier de médecin. Mais quand on ne néglige pas l'humanité, la plupart du temps, on va transgresser. Dans notre manière de soigner les gens, on va les transgresser. Actuellement, ce qu'on nous demande, l'ARS doit être là, bien sûr, on nous demande d'appliquer des protocoles. L'application aveugle des protocoles est criminelle. Donc, on doit transgresser tous les jours quand on est médecin. Donc, ça ne me choque pas de transgresser, moi. Et voilà, c'était ma petite réflexion sur ces propos sur la transgression. Mais j'aimerais que vous parliez un petit peu de l'application de la loi Claes-Leonetti. Merci. Alors, dans un monde idéal où tout le monde aurait compris et tout le monde pourrait accéder à ces dimensions qu'on évoquait au début et tout le monde connaîtrait finalement la loi dans son état actuel, est-ce que cette connaissance suffirait? Bien sûr que non. Il faudrait développer ce qu'on a appelé la culture palliative, les soins palliatifs, etc. Je considère, Claire Fourcade pourrait le dire mieux que je ne vais le dire, mais qu'on est quand même au milieu du gué de mon point de vue et qu'il faut absolument développer les soins palliatifs d'une façon beaucoup plus importante, ce qui ne veut pas dire structurellement, hein. On vit une crise telle aujourd'hui qu'il y a plutôt des structures qui ferment que des structures qui ouvrent. Donc on manque aujourd'hui de soignants et il s'agit à mon avis aussi de penser urgemment le développement d'une vraie culture comme on l'a dit là. Néanmoins, je pense que l'honnêteté me pousse à dire que quand bien même nous appliquerions parfaitement avec des moyens optimaux la loi actuelle, il n'en reste pas moins vrai que les questions, certaines situations rares, je suis d'accord, hein, je crois que nous sommes d'accord, pose la question de cette transgression. Mais je pense qu'il faut que vous reteniez de cet échange qu'il ne faut pas que la médecine soit elle-même ne soit pas l'acteur de sa propre transformation, en quelque sorte. Nous vivons une crise sans précédent au niveau je pense que vous êtes d'accord, de notre système de soins. Les questions dont nous parlons peuvent être un pied dans la porte dans la réforme du système de santé, me semble-t-il. Valoriser
l'éthique de la réflexion, valoriser le soin, le care, valoriser le temps qui n'est pas l'application de protocoles ou de normes, entre guillemets, au profit de la valorisation de la relation singulière avec une personne. C'est un des enjeux, non pas uniquement des soins palliatifs, mais de la réforme de notre système de santé, me semble-t-il. Il faut donc mener parallèlement une politique de développement des soins palliatifs, une politique d'accompagnement du vieillissement, toutes ces situations de vulnérabilité qui marquent le champ. Vous êtes, si j'ai bien compris, médecin hospitalier, hein, donc dans le monde de l'hôpital, on voit bien aujourd'hui combien augmente la population dont on est en train de parler, de toute façon. Et donc, il va falloir, si le droit évolue, veiller, et c'est ce que nous essayons de faire, à ce que les soins palliatifs se développent d'une façon beaucoup plus importante. Merci encore. Et merci de votre écoute. Alors, est-ce qu'on peut en mettre encore une louche? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question ou un souhait d'intervention un peu vif? Oui. Auquel cas, il a la parole et à un moment donné, on va aussi aller se coucher. On va se battre. Je vais sortir ma formule. C'est juste une formule, mais qui me revient là. C'est un protocole pondu est un soignant foutu. Merci pour les... Alors, tu veux dire un mot? Moi, j'avais juste une petite question, c'est peut-être un peu vieux jeu la façon dont je vais raisonner, mais j'ai cru comprendre que la médecine en France avait une obligation de moyens et non pas une obligation de résultat. Là, on a l'impression qu'on part du moyen au résultat, du résultat au moyen, et la fin de vie, on est encore, ce projet de loi est encore en train de faire de la confusion entre les moyens, les résultats, les moyens. Est-ce qu'il ne serait pas sage à un moment ou à un autre de dire on sait faire des choses, mais on ne sait pas tout faire? Devant cette phrase très bien tournée, je ne sais pas si ça appelle commentaire ou de la prendre. Je crois que ça ne mérite pas de commentaire, puisque c'est très bien dit. C'est très bien dit. Alors, une chose, c'est la dernière phrase que je prononce, et puis après Régis sans doute aussi, pour dire mon plein accord avec ce que vient de dire Régis un instant sur la culture palliative. Mais voilà, nous avons un handicap terrible, c'est que ce que nous disons, c'est complexe, c'est difficile. Et donc, même des députés qui réfléchissent, et j'en ai rencontré quand même quelques-uns, ils ont de la peine à comprendre. J'entendais l'autre jour à la Commission nationale de la santé, « Ah ben moi j'ai dit à ma maman que quand elle voudrait mourir, que ben je serais là pour lui donner le poison. » Enfin, 2 députés ont dit ça, et qui sont d'ailleurs parmi les 2 qu'on entend le plus sur les antennes. C'est ce qui me fait dire que l'audiovisuel n'est pas forcément à la hauteur de la situation. Non, les jeux de mots sont faciles en fin de soirée, n'applaudissez pas, j'aurais grand honte. Mais il est vrai que, bon, il y a quelque chose. Donc ce que je voulais dire, c'est que nous avons un handicap terrible, parce que ceux qui développent une culture de la mort ou une culture de l'euthanasie, ce sont les mots très exacts et très choisis d'une députée de Loire-Atlantique qui, étant d'origine néerlandaise, a déclaré cela le plus sérieusement du monde. Elle fait partie de la commission, en plus, de l'Assemblée nationale, et elle dit « Nous devons développer », alors je ne l'ai pas entendu dire une culture palliative, « Nous devons développer une culture de l'euthanasie ». Ben voilà, à quel niveau en sont certains de nos parlementaires. D'où la nécessité d'être citoyen. Dominique Regnault a complètement raison de nous faire cette remarque. Un dernier mot éventuellement, et ça va peut-être mettre fin à nos échanges, mais il faut aussi peut-être savoir s'arrêter. Régis, un dernier mot. C'est sûr qu'il faut savoir s'arrêter. C'est ce qu'on essayait de dire tout à l'heure. Bon, enfin, juste pour terminer, je continue à espérer que tous nos parlementaires ne sont pas idiots. Promis, on ne le répétera pas. Finalement, voilà des parlementaires épinglés en 2-3 phrases. On ne le répétera pas. Alors, Olivier, peut-être... oui. C'est bien de... Je suis là.
Pardon, une petite annonce technique peut-être? Déjà une petite annonce technique, 2 petites annonces techniques. Alors dans ce cas-là, je te passe et te laisse volontiers la parole. Voilà. Non sans vous avoir remercié pour votre écoute collective. Oui. Je dirais l'Assemblée qui est là, m'a semble-t-il semblé, était extrêmement attentive et merci beaucoup de vos interventions, interrogations vers et Jacques Ricot et Régis Aubry, parce qu'elles nous font vraiment réfléchir à voix haute et c'est peut-être ce qu'il y a de plus précieux quand on est en congrès. Tout à voilà. fait.